Bonsoir, je suis Juliette Levent pour l'URPS Sage-Femme. Je vais demander à tout le monde de couper son micro, s'il vous plaît. Et puis, comme il y aura un replay de ce webinaire, les personnes qui ne souhaitent pas y figurer, on va vous demander de couper votre caméra. Voilà. On tenait à vous remercier d'être présent en si grand nombre à ce webinaire ce soir, webinaire qui est financé par l'ARS, donc que nous remercions chaleureusement. Il a été mis en place par l'URPS Sage-Femme et donc un grand merci à tous ceux qui se sont impliqués. Pour ce webinaire, nous avons donc deux intervenantes, Jeanne Morisseau qui est sage-femme échographiste sur Nantes, et le docteur Cardaillac, gynécologue du CHU de Nantes, spécialisé en endométriose. Le webinaire va durer 1h30. Si vous avez des questions, merci de les poser via le chat. Elles seront lues régulièrement. Si ça nécessite d'y répondre en cours de webinaire, ce sera fait. Sinon, il y aura un temps à la fin où on reprendra les différentes questions pour y répondre. Mais voilà, bien passer par le chat pour pas interférer sur la présentation de Jeanne Morisseau et le docteur Cardaillac, que je vais laisser se présenter. Alors, Et tu voulais vas-y, commencer. Claire. Claire Cardaillac, je suis gynécologue au CHU de Nantes. Donc, je me suis formée assez tôt en endométriose, douleur pelvienne chronique avec Stéphane Ploto au CHU. Et j'ai aussi fait 1 an de fellowship à Québec pour me former à la prise en charge de l'endométriose outre-Atlantique. Et j'ai à la fois un parcours clinique, à la fois un parcours de recherche dans un laboratoire INSTERM. On travaille beaucoup sur tout ce qui est microbiote et le lien entre le microbiote et l'endométriose. Et du coup, je serais contente de vous parler ce soir de l'endométriose avec Jeanne. Et donc, Jeanne Morisseau, donc moi je suis sage-femme échographiste. Alors moi, l'endométriose, c'est un sujet qui est hyper présent en échographie puisqu'on reçoit beaucoup de patientes au cabinet qui sont adressées pour des recherches d'endométriose. Et devant cette très forte demande, je me suis formée l'année dernière plus précisément sur la recherche d'endométriose à l'échographie. Donc j'ai repassé un DU à Créteil spécifique voilà, sur voilà, la recherche de l'endométriose et de l'infertilité, entre autres, ce qui m'a permis de m'améliorer, on va dire, dans ce dépistage, qui est un dépistage qui n'est pas simple. Voilà. Donc, je suis contente aussi de pouvoir partager un peu cette expérience avec vous. Du coup, on va essayer de le faire le plus rapidement possible en abordant les principaux points. On va commencer avec la physiopathe de l'endométriose, juste pour comprendre un petit peu la maladie. Hop, est-ce que je vais passer? Voilà, donc d'abord, qu'est-ce que l'endométriose? Je pense que tout le monde a déjà entendu parler donc de la présence de tissu endométrial de manière ectopique, donc en dehors de la cavité utérine. La principale théorie, c'est la théorie du reflux tubaire, le fait que quand il y ait les menstruations, donc la desquamation de l'endomètre, il y a une partie qui passe par le vagin et une partie des règles qui passent par les trompes qui se retrouvent dans la cavité abdominopelvienne et donc les cellules qui peuvent se greffer. Il y a d'autres théories, mais c'est celle-là qui explique le maximal, le plus de choses, on va dire, au niveau des lésions. Après, c'est loin d'être suffisant parce que finalement, reflux tubaire, c'est toutes les patientes, mais endométriose, c'est quand même beaucoup moins. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour qu'il y ait de l'endométriose, il y a tout un terrain pour les patientes. Déjà, il y a un endomètre en lui-même qui est pathologique quand on le regarde, plus précisément, qui est vraiment pro-prolifératif, qui est plus inflammatoire, et donc il va plus facilement pouvoir se greffer. Après, le fait d'avoir cet endomètre qui est pathologique, si finalement la patiente elle est sous traitement hormonal aménoréique pendant longtemps, elle va pas forcément développer de l'endométriose. Donc ça va être aussi tous les facteurs hormonaux qui vont entrer en ligne de compte.
Dans l'endométriose, on sait qu'il y a une hyperœstrogénie chez ces patientes-là. Et les œstrogènes, c'est vraiment l'hormone qui va faire croître l'endomètre, faire qu'il va être plus inflammatoire et donc favoriser sa greffe. Euh, et il y a un lien entre les menstruations rétrogrades et l'endométriose. Donc on sait que les patientes qui vont avoir des règles plus abondantes, eh ben, elles vont avoir plus de risques de développer de l'endométriose. Ensuite, finalement, il n'y a pas que ça pour que ces cellules endométriales, elles aillent se greffer à différents endroits. Il y a un terrain génétique, c'est-à-dire que chez les femmes qui ont de l'endométriose, il y a eu beaucoup d'études récemment qui ont montré qu'il y avait une modification des cellules endométriales. Donc ça, c'est plutôt épigénétique, c'est-à-dire que c'est une modification génétique, mais acquise, où, voilà, comme je disais, les cellules endomètres, elles vont être modifiées, donc souvent, voilà, plus prolifératives et moins d'apoptose. Mais il y a aussi un terrain génétique inné, avec un risque de faire de l'endométriose x6 quand on a un antécédent au premier degré, donc sa mère, sa sœur. Donc vraiment, il y a un terrain génétique qui va être favorable au développement de l'endométriose. Après, chez ces femmes, on a aussi des troubles immunitaires. C'est-à-dire que quand il y a le fameux reflux tubaire, les cellules endométriales, elles se retrouvent dans la cavité abdominopelvienne et normalement, le corps, il met en place des défenses immunitaires pour dégrader ces cellules. Mais en fait, chez les femmes qui ont de l'endométriose, on se rend compte que certaines cellules qui sont censées dégrader ces cellules d'endomètre, comme par exemple les macrophages, les NK killers, et ben en fait elles fonctionnent moins bien, ce qui fait qu'elles vont pas dégrader les cellules, donc elles restent plus longtemps, elles peuvent plus se greffer. Et d'autres cellules comme les lymphocytes B, les lymphocytes T, qui sont plutôt des cellules activatrices qui vont lancer un message d'inflammation, et ben celles-là elles vont être hyper activées. Donc il y a vraiment un déséquilibre immunitaire chez ces patientes. Et ensuite, le facteur clé quand même, c'est l'inflammation. C'est-à-dire que quand on regarde la cavité pelvienne d'une patiente qui a de l'endométriose, il y a vraiment beaucoup d'inflammation qui est présente. Et cette inflammation, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va créer une néoangiogénèse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vaisseaux qui vont arriver superficiellement sur le péritoine. Et le fait que ce péritoine soit très inflammatoire, très vascularisé, ça va aussi permettre la greffe des cellules et le fait qu'elles puissent plus se développer. Il y a aussi une neurogénèse qui se fait, c'est-à-dire que bah, pareil, quand il y a beaucoup d'inflammation, il y a un développement excessif des fibres nerveuses. Qui dit développement excessif des fibres nerveuses, dit aussi bah, beaucoup plus de récepteurs à la douleur. Donc elles vont avoir tendance à avoir plus de douleur en lien avec cette inflammation. Et il y a aussi de la fibrose qui se crée. Et cette fibrose, finalement, après, elle va créer des adhérences. Donc voilà, c'est pas juste un reflux tubaire, c'est à la fois le reflux tubaire sur un terrain qui fait que ces cellules vont se greffer. Donc à la fois de manière génétique, inflammatoire, immunitaire et hormonale. Donc vraiment ça, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que l'endométriose finalement c'est une maladie chronique parce que même si à un instant T on enlève toutes les lésions de la patiente, vu qu'elle a cet environnement, ce terrain très inflammatoire, etc. Bah, si la patiente après elle reste sans traitement hormonal et avec son utérus, eh ben elle est très à risque de redévelopper de nouveau l'endométriose et elle peut aussi continuer à avoir des symptômes en lien avec la pathologie, comme des ballonnements abdominaux, une fatigue chronique, etc., mais qui sont plus en lien peut-être avec l'inflammation qu'avec la lésion en elle-même. Donc bien se dire que l'endométriose, c'est une maladie chronique, à la fois inflammatoire et hormonale, qui est multifactorielle. Parce que c'est à la fois donc ce terrain, mais à la fois des événements de vie. Par exemple, une patiente qui va mettre un stérilet au cuivre, et ben, elle va créer d'un seul coup un boost inflammatoire au niveau pelvien. Et ça peut vraiment être le détonateur qui fait que, elle va développer l'endométriose alors que, elle en aurait peut-être pas eu si elle était restée sous pilule. Donc voilà, c'est à la fois des facteurs donc, génétiques et environnementaux, et aussi des facteurs liés aux menstruations, un peu comme on l'a dit, tout ce qui va favoriser des règles hémorragiques, et ben, ça va augmenter le risque d'endométriose.
Et donc, par exemple, le fait d'avoir des règles précoces, des cycles courts, des règles abondantes, etc., bah ça va favoriser une quantité plus importante de menstruation rétrograde et donc risque augmenté d'endométriose. Euh, tout ce qui va baisser l'immunité de la patiente, idem. Et également tout ce qui va être certains facteurs environnementaux comme l'exposition aux perturbateurs endocriniens, euh, etc., qui vont à la fois être pro-inflammatoires et, comme leur nom l'indique, perturbateurs endocriniens et souvent mener plutôt à une hyperœstrogénie. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur la physiopathe de l'endométriose. Et donc aujourd'hui, on sait que ça, enfin, on estime que ça peut concerner à peu près 10 à 15% des femmes, mais probablement on pourrait même presque peut-être aller jusque 20% parce qu'on a aussi des patientes qui sont pas du tout symptomatiques et qui pourtant en ont. Et donc il y a aussi un petit pourcentage de femmes qui, voilà, qui seront pas comptabilisées dans ce taux. Ça concerne près de la moitié des femmes infertiles. Donc, ça veut dire qu'en gros, quand on retrouve de l'infertilité chez les femmes, on aura la moitié qui seront porteuses d'endométriose, mais attention, on y reviendra plus tard. Ça ne veut pas dire que nécessairement toutes les femmes infertiles auront de l'endométriose nécessairement. Euh, 30 à 50% des femmes souffrent de dysménorrhée ou de douleurs pelviennes, c'est vrai. Et on verra aussi que toutes les douleurs pelviennes ne sont pas nécessairement de l'endométriose. Donc aujourd'hui, l'endométriose, c'est 180 millions de femmes à travers le monde. En France, on estime entre 1,5 et 2,5 millions de femmes qui pourraient être en âge de procréer. Donc on le sait, hein, c'est un impact qui est assez sévère et assez important. C'est pour ça que c'est un enjeu de santé publique sur lequel on entend beaucoup parler maintenant. De fait, ça va altérer la qualité de vie. Ça peut provoquer de l'absentéisme scolaire chez les patientes qui sont déjà très jeunes, de l'absentéisme professionnel. Ça ça va parfois, voilà, poser des problématiques aussi au niveau conjugal parce que quand les patientes forcément elles vont avoir de la dyspareunie, ça peut voilà, occasionner des évitements aussi des rapports, euh, voilà, une anxiété. Il y a plein d'éléments qui vont potentialiser un petit peu aussi ces éléments-là et qui vont pouvoir dégrader la vie quotidienne. Euh, c'est vrai que aujourd'hui, c'est un diagnostic qui est pas toujours simple à poser. On estime qu'il faut entre 5 et 10 ans pour poser un diagnostic. Et ça, c'est quand même relativement long. C'est probablement long parce que parfois elles sont un peu diminuées, qu'elles mettent du temps à consulter. Mais c'est aussi que parfois, quand elles vont rencontrer des professionnels, elles vont pas forcément toujours trouver les réponses à leurs questions ou pas toujours forcément être entendues. Euh, c'est vrai aussi que parfois on banalise la douleur et donc les patientes vont parfois se faire entendre dire que avoir mal pendant ses règles c'est normal, enfin c'est voilà, c'est une normalité et donc on va pas forcément déclencher tout de suite des recherches ou trouver une solution pour essayer d'atténuer ou de comprendre cette douleur. Donc voilà, pour elles, parfois c'est quand même des batailles parce qu'elles peuvent passer de professionnel en professionnel sans forcément avoir des réponses et puis trouver surtout des solutions pour cette douleur. Alors, attention, c'est vrai que là, ce soir, on va vous parler spécifiquement de l'endométriose, mais toutes les douleurs pelviennes chroniques ne sont pas de l'endométriose. Il y a plein d'autres étiologies qui existent et qui peuvent expliquer des symptômes qui peuvent parfois être proches, des dyspareunies, des dysménorrhées, etc. Donc, attention, ça peut être de l'endométriose, ça peut aussi être des syndromes en lien avec des hypersensibilités d'organes. C'est-à-dire qu'elles peuvent avoir vraiment des dysménorrhées extrêmement invalidantes, avec un utérus qui va être hypersensible et donc du coup qui peut entraîner des dyspareunies profondes, des douleurs à type de contraction en dehors des règles ou autres. Elle peut avoir de l'adénomiose, elle peut avoir un syndrome de congestion pelvienne, donc ça c'est des varices pelviennes qui peuvent être symptomatiques et causer des douleurs à type de pesanteur qui augmentent en fin de journée typiquement.
Il peut y avoir syndrome d'intestin irritable, syndrome myofascial dont on va reparler, des vulvodynies, syndrome douloureux de vessie, etc. Donc vraiment l'endométriose, il va y avoir une lésion identifiable qui nous permet peut-être un peu plus facilement de poser le diagnostic, même si on verra que c'est pas toujours le cas. Mais attention à ne pas méconnaître d'autres choses. Ce d'autant plus que les zones douloureuses, bah, finalement, souvent, elles se chevauchent. Donc, la patiente, elle aura du mal à dire exactement la localisation. Est-ce que c'est plutôt du digestif, de l'urinaire? Ça, elles ont du mal spontanément, si on les guide pas, à nous dire. Il y a des dysfonctions communes. Donc dans l'endométriose, on va le voir après au niveau de la symptomatologie, mais à la fois des symptômes urinaires, sexuels et digestifs. Et ça se retrouve aussi dans d'autres pathologies, comme par exemple le syndrome de congestion pelvienne. Et ce qui est important aussi, c'est que c'est très fréquent les associations entre les différentes causes de douleur. C'est-à-dire que la même patiente, assez facilement, elle va avoir l'endométriose, un syndrome myofascial, des vulvodynies et une hypersensibilisation à la douleur. Bah, si on se focalise que sur l'endométriose, bah, finalement, on passe à côté d'autres choses et elle risque de continuer à avoir mal et de continuer à être symptomatique. Donc attention de ne pas être focalisé trop sur l'endométriose. Donc là, depuis le début du topo, on vous parle d'endométriose comme si finalement c'était une seule et même entité. Après, finalement, si on regarde un petit peu plus précisément, il y a trois sous-types en gros d'endométriose. L'endométriose péritonéale ou superficielle, l'endométriose ovarienne ou endométriome ou endométriose kystique, et l'endométriose sous-péritonéale ou endométriose profonde. Alors l'endométriose péritonéale, ou endométriose superficielle, finalement, c'est des petites cellules qui vont venir se poser superficiellement sur le péritoine. D'un point de vue histologique, quand on regarde, c'est plutôt un aspect glandulaire et qui va être assez pro-inflammatoire. Après l'endométriose ovarienne, là, c'est quand la cellule de l'endomètre, finalement, comme l'ovaire n'est pas recouvert de péritoine, ces cellules, elles peuvent avoir tendance à pénétrer à l'intérieur du cortex ovarien, puis à développer une sorte de coque recouverte de cellules de l'endomètre qui sécrète du sang menstruel, ce qui va créer donc les fameux endométriomes avec un contenu donc liquide chocolat, mais qui est finalement du vieux sang contenu. Et après, l'endométriose profonde. Donc, l'endométriose profonde, d'un point de vue histologique, c'est plutôt un aspect comme du muscle lisse, c'est vraiment quelque chose de plus fibreux, rétractile, qui peut être assez volumineux, hein, qui peut atteindre plusieurs centimètres. Et dont les localisations préférentielles, ça va être au niveau du torus, de la cloison recto-vaginale, des ligaments utérosacrés, mais après, ça peut aussi être tout à fait avec une localisation antérieure, un nodule posé sur la vessie ou autre. Donc après, pour que ça soit un peu plus parlant, je vous ai mis des images de célioscopie de ces différents types d'endométriose, on va dire. Donc ça, c'est l'endométriose péritonéale superficielle à son premier stade, c'est-à-dire que quand la cellule d'endomètre, elle vient tout juste de se greffer, donc elle a cet aspect-là. Donc on voit bien hein, la vascularisation dont je vous parlais tout à l'heure, là, avec les vaisseaux qui sont présents de manière importante superficiellement sur le péritoine, et ces petites lésions, donc souvent qui sont donc très inflammatoires et plutôt d'aspect rouge vif comme ça quand on arrive en célioscopie. Ensuite, avec le temps, le corps il met en place des mécanismes de défense, l'immunité. Et ça va donner cet aspect un peu plus bleuté et fibreux avec des lésions qui sont un tout petit peu plus profondes au niveau du péritoine, mais qui restent bien sûr très, très superficielles. Et enfin, avec le temps, quand les lésions ne sont plus actives, ça fait des sortes de plages fibreuses rétractiles blanches comme celle-ci. Ça, typiquement, quand on opère des patientes ménopausées qui avaient de l'endométriose, on retrouve des sortes de plaques ou d'adhérences comme ça de manière diffuse, mais de lésions donc, qui ne sont plus actives. Ça arrive aussi chez des patientes qui ont des traitements progestatifs au long cours.
Donc ça, ensuite, c'est l'endométriose ovarienne kystique. Donc là, on a une image en échographie, mais Jeanne vous en parlera mieux que moi après. Là, ensuite, à côté, on a une photo de célioscopie. Donc on voit l'utérus, les trompes et les ovaires. Donc normalement, les ovaires, ils ne sont pas du tout censés avoir cette taille-là, hein. Ils sont beaucoup plus petits que l'utérus. Et là, vous voyez qu'il y a vraiment un kyste et on voit bien cet aspect vraiment très inflammatoire du péritoine de manière diffuse. Ça, c'est une petite vidéo que je montre en général juste pour montrer vraiment le contenu du tube, enfin le contenu de l'endométriome, pardon. Donc là, on voit donc l'utérus derrière, la trompe, et ça, c'est le fameux liquide chocolat dont on parle. Donc, vous voyez, c'est vraiment un liquide très épais, marronné, donc on retrouve à l'intérieur du kyste. Et la dernière photo à droite, c'est une photo d'anapate, donc c'est vraiment la coque du kyste quand elle est retirée, qu'on a fait une kystectomie, c'est cet aspect-là qu'on retrouve. Ensuite, donc, il y a l'endométriose sous-péritonéale ou profonde. Donc, comme on le disait, c'est des lésions qui sont plutôt fibreuses, donc avec une composante fibromusculaire plus que glandulaire. Et quand on est en célioscopie, comme là la photo en haut à gauche, vous voyez, il y a l'utérus au-dessus. Et là, on voit le tube digestif là, qui a un aspect un peu jaune. On voit la graisse là, du recto sigmoïde. Et vous voyez, là, le tube digestif, c'est comme s'il était suspendu et collé au torus. Donc ça, bien sûr, c'est pas normal, hein. Normalement, il est posé au fond du Douglas, le tube digestif. Il vient pas s'accoler à l'utérus. Et là, il y a un nodule fibreux à ce niveau-là, au niveau du torus, qui envahit le tube digestif chez cette patiente. Et à droite, on voit, ça c'est une lésion antérieure, on voit l'utérus en bas. En avant, c'est la vessie, et on voit bien cette lésion rétractile au niveau entre la vessie et l'utérus. Euh, Hop. Donc après, la grande question aussi, c'est bah, comment ça évolue l'endométriose et finalement, bah, c'est très difficile de répondre à cette question, parce que comme on l'a vu au tout début sur la physiopathe, en fait, ça va énormément dépendre du terrain de la patiente et d'autres choses qu'elle met en place ou pas. Est-ce qu'elle a une alimentation très inflammatoire? Est-ce qu'elle est sous traitement hormonal? Enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et qui vont faire qu'elles vont pas toutes évoluer de la même manière. Ce qu'on sait par contre, c'est que le fait de continuer à avoir des menstruations va faire qu'il y a beaucoup plus de risques que la maladie évolue et que l'endométriose, elle évolue par des phases d'inflammation, puis ça se calme, puis des sortes de crises inflammatoires et de mise en route de l'immunité de la patiente. Et ça va créer des adhérences pelviennes qui peuvent à la fois bah, modifier l'architecture des organes, boucher les trompes par exemple, coller les organes entre eux, diminuer leur mobilité et potentiellement augmenter aussi les douleurs par là. Et elles peuvent également entraîner des dysfonctions d'organes. L'évolution, bah voilà, elle est imprévisible, à la fois dans sa gravité et dans sa vitesse de développement, comme je vous l'ai expliqué au tout début. Alors bah du coup les symptômes globalement bah il y en a plusieurs que vous devez un petit peu maîtriser maintenant, mais comme on a parlé de cet effet un peu inflammatoire global, il va y avoir voilà des symptômes qui vont être assez évidents. Donc souvent bah, c'est les douleurs de règles qui sont assez intenses, ça c'est les premiers, des règles qui peuvent être plus abondantes. Et puis, en fonction de la localisation des différentes lésions, il peut y avoir des répercussions qui vont être plus profondes. Donc, ça peut être des douleurs au rapport, comme on le disait aussi, les dyspareunies. Si on a des lésions qui peuvent être situées au niveau des anses intestinales ou sur les cloisons recto-vaginales, on va avoir, par exemple, euh, on peut avoir des douleurs en fait vraiment à la défécation, donc ce qu'on appelle une dyschésie. Il peut parfois y avoir aussi, associé à ça, on peut retrouver parfois du sang dans les selles. On peut avoir les alternances diarrhée-constipation qui sont plutôt dues au phénomène, on va dire, inflammatoire de la maladie. Si on a une lésion qui va se retrouver sur la vessie, pareil, on va avoir des douleurs, par exemple, à la miction. On peut retrouver aussi une hématurie. Euh, il peut y avoir aussi des lésions qui se remettent, qui se retrouvent sur les reins, donc on peut se retrouver aussi avec une dilatation rénale. Voilà, donc il peut y avoir tout un tas de symptômes qui peuvent être différents.
Et puis avec ça, évidemment, on va associer les symptômes qui sont plutôt, on va dire, émotionnels et liés à la fatigue. Effectivement, alors sans forcément aller jusqu'à la dépression, et encore que parfois sur un diagnostic qui est long à poser, des patientes qui sont épuisées d'être en errance diagnostique, chez qui ça va voilà, occasionner beaucoup de craintes, ou même parfois elles sont vraiment dans une appréhension d'avoir leurs règles au point de s'empêcher tout simplement d'aller, de partir en week-end ou de faire des choses. Voilà, ça, on comprend que ça peut vraiment, entre guillemets, pourrir la vie assez facilement. Alors oui, effectivement, effectivement, j'avais pas vu le petit warning, attention, mais qui est écrit en gros pourtant. Effectivement, il faut toujours être prudent, c'est-à-dire que le tableau des lésions qu'on va voir, enfin que la patiente elle peut avoir et qu'on peut retrouver d'ailleurs sur les examens complémentaires, parfois ils sont discordants entre ce que la patiente va décrire et ce que nous on va observer. C'est-à-dire qu'une toute petite lésion qui est située je ne sais où peut complètement pourrir la vie de la patiente de façon chronique. Et pourtant, on va dire que à l'échelle de ce que nous on va observer, on peut considérer que c'est pas un tableau qui est entre guillemets sévère, en tout cas dans ce qu'on va observer nous. Et pour autant, il peut être vraiment violent pour la patiente. Et à l'inverse, parfois, notamment, je pense dans les contextes, par exemple, enfin, de fertilité, pardon, on va se retrouver dans des situations où on a un tableau que nous on trouve très sévère, par exemple à l'échographie, et on va se dire mais la patiente en fait là, le projet bébé, ça peut être compliqué, et en fait, parfois, pas du tout. Elle tombe enceinte hyper facilement. Donc, il peut y avoir une vraie discordance entre voilà, l'atteinte, la sévérité de l'atteinte et celle que les symptômes peuvent être. Parfois, les patientes, elles sont complètement asymptomatiques, et pourtant, elles ont deux énormes endométriomes avec effectivement des adhérences ou des lésions qui sont localisées, et elles se plaignent de rien. Donc, c'est parfois vraiment très étonnant. Tout à fait. Et là, vous voyez dans l'endométriose, quand même, un des symptômes qui revient le plus, c'est le symptôme douloureux. Finalement, on a le symptôme douloureux et le symptôme de la fertilité. Et dans l'endométriose, désolée. Et dans l'endométriose, finalement, bah, qu'est-ce qui cause des douleurs? Bah, ça va être trois choses principales. Ça va être à la fois l'excès de nociception. Ça veut dire que la lésion en elle-même, elle cause une douleur. Ça veut dire que, bah, par exemple, il y a une lésion sur le ligament utérosacré droit. La patiente, elle décrit des dyspareunies profondes positionnelles. On fait l'examen clinique, il y a une douleur quand on palpe à ce niveau-là. Et du coup, ça, c'est vraiment la douleur par excès de nociception. Et finalement, ça, c'est le côté le plus facile à comprendre. Il y a une lésion, j'appuie dessus, ça fait mal. Comme la dyschésie, par exemple, il y a un nodule de la cloison recto-vaginale. La patiente, elle a une douleur au moment d'aller à la scène. Mais il faut dire que ça explique pas toutes les lésions toutes les douleurs des patientes. Après, il y a aussi tout ce qui est douleur liée à l'inflammation. Pourquoi? Bah parce que cet état inflammatoire, en fait, bah ça va être au niveau de tous les organes pelviens. Donc ça va créer le symptôme douleur, mais l'inflammation, elle crée aussi au niveau urinaire, tout ce qui va être polachyurie, envie très fréquente d'aller uriner, le fait de se réveiller la nuit pour aller uriner, le fait d'avoir des urgences. Bah, tout ça, c'est de l'inflammation de la vessie, par exemple. Au niveau digestif, ça se voit aussi. Tout ce qui va être ballonnement abdominal, c'est hyper fréquent. Bah, ça, c'est lié à l'inflammation des anses grêles. Euh, euh, Diarrhée, etc. Donc vraiment, l'inflammation, elle a un rôle très important dans les symptômes des patientes. Et sur le point de vue douleur, comme je vous disais tout à l'heure, bah, qui dit inflammation dit augmentation des fibres nerveuses, augmentation des récepteurs à la douleur, et donc beaucoup de douleurs qui vont être assez souvent diffuses et qui évoluent par crise. Et après, le troisième type de douleur, hyper important à connaître, c'est la douleur par sensibilisation. La douleur par sensibilisation, c'est quoi? C'est que quand on a mal depuis très longtemps, la plupart du temps, ça s'installe au bout de quelques années, 5 à 10 ans souvent. Mais bon, 5 à 10 ans, on a vu que c'était l'errance aussi avant le diagnostic de l'endométriose, en tout cas avant. Et ben, le fait d'avoir cette douleur tout le temps, et ben, ça active de manière régulière le système nerveux en lien avec la douleur. Et ça va
au fur et à mesure du temps, faciliter la transmission du message douloureux. Et le corps, il a beaucoup plus de mal à mettre en place des mécanismes de défense. Et donc, ça va mener à une sensibilisation centrale à la douleur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour qu'il y ait un état de non-douleur, il faut qu'il y ait un équilibre entre les informations de la douleur qui arrivent et comment le corps réagit, c'est-à-dire les contrôles inhibiteurs. Quand on a un excès de nociception, comme je vous disais par exemple au niveau des lésions d'endométriose, ben voilà, il y a une stimulation, les contrôles du corps sont dépassés, et ben on ressent une douleur. Mais après, il y a aussi tout ce qui est douleur dysfonctionnelle, douleur par sensibilisation. Et ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de stimulus douloureux franc, mais par contre, la patiente va quand même ressentir une douleur. Alors, l'hypersensibilisation à la douleur, c'est comment on le diagnostique, comment on y pense. Eh ben, faut vraiment se dire que c'est trois choses principales. C'est un abaissement des seuils de sensibilité. Ça veut dire que, par exemple, la patiente qui vous dit, quand la vessie se remplit, j'ai mal. Quand j'ai envie d'aller à la selle, ça me déclenche une douleur. Quand j'ai un rapport, c'est douloureux. Ça, c'est des abaissements de seuil de sensibilité des différents organes pelviens. Il y a une diffusion de la douleur dans l'espace, c'est-à-dire que au tout début, elle a mal sur son nodule d'endométriose du ligament utérosacré. Et avec le temps, elle commence à avoir des symptômes urinaires, des symptômes digestifs, une allodynie vulvaire, c'est-à-dire tous les frottements au niveau de la culotte, ça commence à être douloureux, etc. Ça, c'est-à-dire qu'il y a une diffusion de la douleur dans l'espace. Les organes qui sont autour vont se mettre à être douloureux. Et enfin, il y a la diffusion de la douleur dans le temps. La diffusion de la douleur dans le temps, ça veut dire, par exemple, elle va uriner, elle a mal après uriner. Elle va à la selle, elle a mal après, etc. Donc souvent, c'est des patients qui ont une symptomatologie hyper riche. En tant que soignant, on peut être un peu perdu. Mais du coup, justement, chez ces patientes-là, n'hésitez pas à penser sensibilisation. Et pour poser le diagnostic, vous avez le score de convergence PP qui a un score sur 10 hyper simple. Vous tapez sur Google score de convergence PP, il sort tout de suite dans les images, là vous pouvez l'avoir en 2 secondes. Et c'est hyper facile à faire passer. Ça reprend quoi? Ça reprend l'abaissement des seuils de sensibilité, exactement ce que je vous disais, dans la sphère urinaire, la douleur influencée par le remplissage de la vessie, dans la sphère digestive, douleur influencée par le fait d'aller à la selle, génitosexuelle, etc. Ça reprend la diffusion temporelle de la douleur, douleur après être allé uriner, douleur après être allé à la selle, douleur après un rapport. Et la variabilité des symptômes, c'est-à-dire qu'on a vu que les douleurs dysfonctionnelles, c'était le corps aussi qui avait du mal à réagir contre la douleur. Et ça, c'est variable aussi en fonction de, voilà, si la patiente, elle est déprimée, elle va avoir moins de production de sérotonine, etc., moins d'ocytocine, son cerveau, il va moins bien lutter contre la douleur. Elle fait du sport, elle sécrète des endorphines, elle va mieux lutter contre la douleur. Donc, en fonction de ce qu'elle vit, elle va plus ou moins être douloureuse. Et après, c'est les syndromes associés, c'est-à-dire que celles qui vont faire des douleurs par sensibilisation, souvent il y a déjà un peu un terrain de douleur chronique. Donc migraine, céphalée de tension, fibromyalgie, tout ce qui va être stress post-traumatique également, ça peut augmenter ce risque. C'est pour ça que des fois c'est vraiment intéressant de le rechercher chez les patientes parce qu'il y a des thérapies qu'on peut mettre en place, comme par exemple de l'EMDR ou autre, mais c'est intéressant. Et donc, tous ces critères, s'il est présent, c'est un point. Et si on a un score supérieur à 5 sur 10, eh ben, il y a une sensibilisation centrale à la douleur. Il y a des très belles études qui ont été publiées de validation du score. C'est un score qui a été fait par une vingtaine d'experts internationaux. Il est fiable. Donc n'hésitez pas parce que si vous avez un score qui est supérieur à 5 sur 10, ça veut dire que toute seule, vous n'arriverez pas à traiter la patiente. Là, il va vraiment falloir une prise en charge pluripro et des choses vraiment, une prise en charge plus globale et holistique pour qu'elle puisse aller mieux. C'est pas juste en faisant une chirurgie ou en mettant un traitement hormonal que vous allez, même si évidemment c'est important à prendre en compte. Ensuite, un symptôme sur lequel je voulais revenir rapidement, c'est les troubles digestifs. Les troubles digestifs, on en parle très peu et pourtant c'est extrêmement fréquent. C'est à peu près 75% des femmes qui ont de l'endométriose qui vont avoir des troubles du transit. Ça, c'est très rapidement, c'est une énorme étude qui a été faite sur 1500 femmes dans l'équipe de Horace Roman, donc, qui exerce à Bordeaux, qui est un très grand spécialiste français de l'endométriose. Il a pris 1500 femmes qui avaient de l'endométriose superficielle ou de l'endométriose, enfin, et ou de l'endométriose kystique, de l'endométriose profonde avec et sans atteinte digestive. Et quand on regarde,
La nausée, c'est quelque chose qui revient, voilà, 30 à 40% des femmes. La constipation, c'est presque une sur deux. La diarrhée, c'est presque une sur deux. Les ballonnements abdominaux, c'est une sur deux, voire plus. Douleur à la défécation, ça va de 40 à 71%. Et là, j'ai pris vraiment les bornes minimum et maximum de tous les phénotypes d'endométriose possibles. Donc vraiment, c'est hyper fréquent et souvent, elles le mettent au premier plan des symptômes les plus invalidants. Donc à ne pas négliger. Alors, autre symptôme, effectivement, on parlait tout à l'heure de la fertilité. Donc il y a plusieurs phénomènes. Claire montrait tout à l'heure là sur sa petite vidéo donc un endométriome qui était assez volumineux. De fait, on peut comprendre quand il y a un gros endométriome sur un ovaire que ça va gêner forcément l'ovulation et le fonctionnement de cet ovaire. Donc on peut déjà avoir ça peut être une des explications sur une baisse de fertilité par un dysfonctionnement par exemple ovarien. On peut avoir une difficulté à la nidation, notamment enfin, l'implantation de l'embryon, parce que si par exemple la zone de jonction entre l'endomètre et le myomètre est altérée, ou si on va avoir la présence d'adénomyose notamment, donc en gros voilà, le muscle de l'utérus qui est imprégné de cellules de l'endomètre, on va avoir un état inflammatoire global au niveau de l'endomètre et ça va gêner notamment la nidation pardon, et donc le maintien d'une grossesse. On va avoir évidemment des dysfonctionnements tout simplement si la patiente elle est hyper douloureuse au niveau des rapports, ben c'est logique, mais une baisse des rapports et donc une baisse de la possibilité de grossesse. Voilà, il y a tout un tas d'éléments qui peuvent influencer sur la fertilité. Après, je reviens sur ce qu'on disait effectivement tout à l'heure, c'est que on disait c'est presque 50% d'endométriose chez les patientes qui sont hypofertiles. Donc ça veut dire que chez ces patientes-là, on s'est rendu compte que on retrouvait 50% d'endométriose, mais l'inverse n'est pas vrai. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on a de l'endométriose que nécessairement on sera infertile. Donc ça, c'est hyper important parce que comme je le disais tout à l'heure, parfois on se retrouve avec des tableaux qui sont sévères et pourtant, en fait, quand les patientes, elles nous disent, bon, bah, j'ai un projet bébé, etc., on se dit, on va se donner peut-être un peu moins de temps chez ces patientes-là avant de les adresser ou quoi, et ben finalement, contre toute attente, elles tombent enceintes facilement. Et donc, voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas les condamner. Contrairement à ce qui peut se lire sur Internet, effectivement, parfois elles arrivent en disant, en étant hyper stressées, en disant, bah ouais, mais en fait, moi, je vais galérer à avoir des enfants parce qu'on m'a diagnostiqué de l'endométriose. Parfois, il faut aussi dédramatiser la situation parce que c'est pas forcément le cas. Comme c'est noté, ouais, en effet, 70% des patientes atteintes d'endométriose auront une fertilité qui sera tout à fait normale. Euh, Et après, donc, dans les symptômes, il y a aussi tous les symptômes plus généraux, donc de fatigue. La fatigue, elle est liée à la fois toutes les pathologies douloureuses chroniques, hein. Il y a une fatigue chronique, c'est souvent associé, et toutes les maladies inflammatoires. Il y a aussi une fatigue chronique parce que le corps il est obligé de lutter contre cette inflammation. Et mine de rien, bah, ça utilise beaucoup de ressources. Donc ça, la fatigue chronique, c'est un des symptômes qui paraît complètement anodin mais qui peut être très invalidant aussi, et anxiété, dépression dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, maintenant, les patientes qui ont de l'endométriose, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on recherche à l'examen clinique? Alors, l'examen clinique, il faut le faire si possible. Donc là, j'insiste sur le si possible, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Et moi, je pense que c'est très riche et que ça apporte beaucoup de choses qui peuvent aider à mieux traiter la patiente. Et c'est d'ailleurs ce que je leur explique en consultation. Mais aussi, il faut se dire que c'est des patientes qui ont des douleurs chroniques. Et l'examen gynécologique, qui est une partie de plaisir pour personne, chez ces patientes-là, il peut être vraiment extrêmement douloureux. Souvent, elles anticipent beaucoup avant de venir nous voir sur cet examen clinique. Donc, si la patiente refuse, si on sent que c'est pas possible, vraiment pas insister, juste lui exposer voilà, ce qu'on peut en attendre. L'idée, c'est à la fois de faire une évaluation musculaire, on va en parler un peu après,
Mais pour vraiment rechercher l'endométriose en elle-même, c'est de faire l'examen du cul-de-sac vaginal postérieur. C'est vraiment là qu'on va retrouver. C'est-à-dire que on a l'utérus, on a le col, et ben on va aller glisser les doigts sous le col de l'utérus, derrière le col de l'utérus, et là on va sentir, bah déjà. Un signe, est-ce que la patiente, ça déclenche une douleur quand on fait l'examen? Ça déjà, c'est un premier signe. Ensuite, on va sentir, est-ce qu'il y a une sorte de seconde, de temps en temps, on sent vraiment comme une sorte de seconde boule derrière le col, vraiment qui bombe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un nodule, et souvent, c'est quand il y a une atteinte du cul-de-sac vaginal postérieur. C'est également ce qu'on peut voir au spéculum. Là, je vous ai mis des petites photos un peu caractéristiques où on voit les lésions d'endométriose derrière le col de l'utérus. Au toucher vaginal, ce qu'on va rechercher aussi, ça va être, une fois qu'on a évalué le torus, c'est de regarder les ligaments hétérosacrés de chaque côté. Donc de descendre juste de chaque côté du torus pour essayer de palper les ligaments hétérosacrés. Est-ce qu'ils sont épaissis? Est-ce qu'ils sont rétractiles? Est-ce qu'ils sont douloureux? Ça nous donne des informations. On va regarder ensuite la mobilité finalement de l'utérus au toucher vaginal. Ça, c'est quelque chose quand on a l'habitude qui est assez simple. C'est-à-dire que quand on examine une patiente, par exemple, pour autre chose, on sent bien que l'utérus, il est assez mobile quand on a la main abdominale et les doigts justement juste derrière le col de l'utérus. Bah, chez les patients qui ont l'endométriose, souvent on a l'impression qu'il y a une sorte de gros bloc postérieur qui est assez figé. Et donc ça peut être un argument en plus. Ensuite, ça c'est quelque chose que je trouve hyper important à rechercher, dont on ne parle vraiment pas assez en France, c'est le syndrome myofascial. Qu'est-ce que c'est le syndrome myofascial? C'est qu'en fait, quand on a mal quelque part, le corps il réagit en contractant les muscles qui sont autour de la zone douloureuse. C'est vraiment un mécanisme de défense du corps, ça se passe. Et ça, c'est pas quelque chose qui se contrôle. Et donc, quand on a mal de manière chronique, et ben en fait, ces muscles, au fur et à mesure du temps, ils peuvent développer une sorte de contracture, et c'est ce qu'on appelle le syndrome myofascial. Ça donne quoi? Ça donne une douleur vraiment profonde. Souvent, il y a un fond douloureux constant et la patiente, quand elle va faire par exemple une activité physique un peu plus intense, ça va déclencher une douleur, euh, etc. Donc c'est vraiment voilà, un fond douloureux avec des pics douloureux plus intenses. L'examen clinique, il est hyper simple. Vraiment, quand vous faites un examen clinique d'une patiente chez qui vous suspectez l'endométriose ou même une patiente qui a des douleurs pelviennes chroniques, commencez votre examen par faire un toucher vaginal avec un seul doigt, comme vous voyez là sur le schéma. Et vous allez toucher les muscles élévateurs de l'anus. Donc on a plus l'habitude de les évaluer en postpartum. Mais là, regardez vraiment, est-ce que le muscle vous paraît hypertonique? Est-ce qu'il vous paraît très contracté? Alors que souvent la patiente vous dit, bah, là vous avez l'impression d'être contracté, bah, non, pas particulièrement. Mais en fait, il y a cette hypertonie de repos. Donc à la fois une hypertonie et à la fois c'est une trigger zone douloureuse, c'est-à-dire que bah, on appuie sur le muscle et il est douloureux. Donc si on a soit cette hypertonie, soit cette douleur, c'est un syndrome myofascial. Et c'est hyper important de les prendre spécifiquement en charge. Et donc on regarde les muscles élévateurs de l'anus et les muscles obturateurs internes. C'est pas très compliqué non plus à examiner. Donc, vous voyez quand vous faites le toucher vaginal d'un doigt, vous sentez la vessie qui bombe au-dessus. Et ben, en latéral de chaque côté, vous allez chercher le muscle obturateur interne. Pareil, vous appuyez dessus. Vous voyez est-ce qu'il est douloureux, est-ce qu'il est hypertonique. Qu'est-ce que ça donne comme symptômes, ces fameux syndromes myofasciaux? Eh ben, quand on a un syndrome myofascial du muscle piriforme, par exemple, qui est un muscle pelvitroquantérien, c'est-à-dire qui a un chef qui s'insère à l'intérieur du pelvis et le deuxième sur le grand trochanter, eh bien, ça fait des douleurs au niveau de la fesse et de la hanche. La patiente elle peut avoir une limitation de l'amplitude articulaire. Et il faut se dire que le nerf sciatique, il passe entre le piriforme et l'obturateur interne. Donc si on a une hypertonie du muscle piriforme et ou du muscle obturateur interne, on peut typiquement avoir cette douleur de sciatique. C'est vrai que des fois pour les patientes, ça peut être extrêmement invalidant. Elles ont une IRM lombaire, il n'y a rien. Et elles comprennent pas. Donc elles disent, bah, j'ai peut-être de l'endométriose sur le nerf sciatique. Ça existe, mais c'est extrêmement rare. Par contre, le syndrome myofascial du piriforme ou de l'obturateur interne, ça c'est très fréquent et ça peut tout à fait vraiment donner ces douleurs de sciatique.
Quand il y a un sang myofascial du muscle obturateur interne, là, ça donne quoi? Et ben, ça donne des dyspareunies profondes et des douleurs qui peuvent aller dans la hanche, au niveau du pubis et irradier dans les membres inférieurs. Ça, c'est typique, les patients qui me disent, bah, j'ai des douleurs là sur la face antérieure des jambes. En regard, en regard voilà, de la face antérieure, bah, ça, c'est typique d'un sang myofascial de l'obturateur interne. Et le syndrome myofascial du muscle lévateur ani. Le muscle lévateur ani, bon, vous savez tous, hein, mais c'est vraiment le hamac musculaire au niveau du pelvis. Et finalement, quand ce muscle-là, il est hyper contracté de manière chronique, qu'est-ce qui se passe? Il se passe à la fois des douleurs de dyspareunie, donc d'intromission, mais des fois, des fois, elles vous le décrivent plus comme des dyspareunies profondes, mais à l'examen clinique, en général, si vous voyez que le muscle est hypertonique et que ça déclenche une douleur, moi je leur demande tout le temps, est-ce que c'est ça la douleur que vous avez pendant les rapports? Et des fois, elles vous disent oui, et finalement c'est le syndrome myofascial qui explique cette dyspareunie, plus que une potentielle lésion d'endométriose du cul-de-sac postérieur. Donc, difficulté d'intromission, voire des fois elles sont étiquetées vaginisme. Constipation, bah oui, parce qu'il n'y a pas que le vagin qui passe hein, au travers du muscle élévateur de l'anus. Et donc souvent, c'est des personnes qui vont être constipées, qui ont besoin de pousser pour aller à la selle. Idem pour les mictions. Des patientes qui vous disent, bah, j'ai une sensation de vidange incomplète de ma vessie, j'ai besoin de pousser pour aller uriner. Bah, c'est pas normal, il faut vraiment rechercher un syndrome myofascial du muscle élévateur de l'anus. Il peut y avoir également des sensations de brûlure vaginale. Pourquoi j'insiste autant là-dessus? Parce que c'est à la fois une cause et une conséquence de douleurs pelviennes chroniques, c'est-à-dire qu'il y a de l'endométriose, donc on risque de développer ce syndrome myofascial, mais s'il y a un syndrome myofascial, en lui-même, il peut être très extrêmement douloureux et on peut soigner, enlever toutes les lésions d'endométriose, faire un traitement hormonal qui marche très bien sur les lésions d'endométriose, mais la patiente, elle a toujours son syndrome myofascial et donc elle a toujours des douleurs. Il y a des très belles études américaines qui montrent très bien que c'est associé à l'intensité des douleurs. Donc, si on a un myofascial, on va avoir encore plus des douleurs encore plus intenses que si on n'en a pas. Ça, c'est très clair. Et surtout, c'est hyper fréquent. Chez les patientes qui ont des douleurs pelviennes chroniques, endométriose ou autres, on retrouve en gros un syndrome myofascial chez à peu près 70% des femmes. Donc, 7 femmes sur 10 vont avoir cette contracture musculaire. Et ça se prend en charge et ça leur améliore vraiment la qualité de vie. Je reviendrai après sur la thérapie chez les femmes pour l'endométriose, mais c'est hyper, hyper important pour leur améliorer la qualité de vie. Du coup, on va parler un petit peu des examens complémentaires et donc paracliniques. Alors, Claire l'a dit, le diagnostic d'endométriose, il va surtout être clinique. C'est pour ça que, alors je dirais même clinique et associé aux symptômes que la patiente va décrire. C'est-à-dire que l'examen, on va le coupler avec toute la symptomatologie et à partir de là, on va pouvoir dire, bon, bah, on a une suspicion d'endométriose. Et après, on va pousser les investigations. Surtout, on va dire si on n'arrive pas trop à prendre en charge la douleur ou quand il va y avoir un retentissement soit sur la qualité de vie, soit sur les dysfonctionnements qu'il peut y avoir au niveau des organes avoisinants ou touchés par l'endométriose. Donc ça peut être dans un contexte de fertilité, mais ça peut être, bah, comme on disait tout à l'heure, si on a une constipation chronique parce que on a une lésion d'endométriose qui est située sur le rectum. Eh ben, il y a des cas où potentiellement il y a une prise en charge qui sera possible. Donc c'est quand même intéressant de le savoir. Et attention, une imagerie normale, effectivement, c'est pas parce qu'on a une imagerie qui est normale que on va forcer, enfin qu'on peut dire à 100% c'est sûr, il n'y a pas d'endométriose. Parce que, en fait, il y aura quand même effectivement des faux négatifs. Déjà parce qu'il y a des lésions qui sont pas forcément faciles à. Alors déjà, c'est un diagnostic qui est difficile, notamment en échographie, mais aussi parce qu'il y a des lésions qu'on va pas pouvoir voir, par exemple, en écho. Parfois, c'est quand même l'inverse. Parfois, on voit des choses en écho et elles seront pas forcément vues en IRM. Et puis parfois, c'est des petites lésions qui sont hyper superficielles qu'on n'atteint pas forcément en imagerie et qui seront vues fortuitement, par exemple, sur une célioscopie. Donc attention, voilà, c'est pas parce qu'on a un examen qui est normal que ça veut dire qu'il n'y a rien.
Donc, ben voilà, ça c'était un peu un résumé de ce qu'on vient de dire. Examen clinique. Et puis après, ben, si on a des signes qui sont où on a une suspicion d'endométriose profonde, on peut aller pousser les investigations. Ou si on a une résistance au traitement voilà, médical, on en reparlera plus tard. Ça va nous donner envie d'aller voir plus loin et de se dire, bah voilà, où est-ce que c'est localisé, comment est-ce qu'on va pouvoir aider la patiente. On va voir un petit peu là, juste après, en effet, quel examen on choisit, dans quel cas on va plutôt partir sur l'écho, dans quel cas on va plutôt partir sur l'IRM, parce que parfois c'est pas toujours facile en libéral de savoir où est-ce qu'on adresse, est-ce qu'on fait l'un, est-ce qu'on fait l'autre, est-ce qu'on fait les deux. Voilà, donc on va voir tout ça juste après. Donc en effet, donc l'échographie, alors moi je vais surtout vous parler de ça parce que c'est mon cœur de métier. Je vais vous parler quand même un peu de l'IRM aussi. L'échographie aujourd'hui, c'est l'examen de premier recours parce que c'est un examen qui est peu coûteux et qui est, on va dire, peut-être plus facilement accessible que l'IRM. Mais en fait, aujourd'hui, les échographistes, en tout cas ceux qui sont formés et qui nous forment à l'endométriose, ils revendiquent beaucoup aussi que c'est pas juste un examen de premier recours, mais c'est aussi un examen d'expertise. Mais bien sûr, il sera opérateur dépendant. Et donc, chez des échographistes qui vont pas forcément être formés au dépistage de l'endométriose, ben, on retrouvera pas forcément de choses aux échographies et pour autant, ça veut pas dire qu'il y a rien. Enfin, en gros, il faut avoir un œil quand même assez entraîné pour pouvoir rechercher des lésions d'endométriose parce que ben, c'est pas facile forcément à repérer. Il y a des choses, on peut pas passer à côté, mais il y a des choses, on peut quand même facilement passer à côté si on n'a pas été formé à repérer ou à aller explorer ces zones-là. L'avantage de l'écho, c'est aussi que c'est un examen qui est quand même dynamique, c'est-à-dire que quand c'est possible, parce que évidemment que quand on a une patiente qui est vierge, on y reviendra, eh ben on va pas pouvoir passer par voie vaginale, mais quand c'est possible, idéalement on va passer par voie vaginale pour pouvoir aussi mobiliser les différents organes. Claire en parlait avec l'examen clinique, mais c'est valable en écho quand on a la sonde en fait qui est positionnée dans le cul-de-sac vaginal et dans le cul-de-sac postérieur. En fait, on va nous avec notre deuxième main aussi aller mobiliser l'utérus, les ovaires, et ça va nous permettre d'apprécier un peu s'il y a des points de fixation ou si en fait il y a des adhérences. Et juste ça, on va dire que c'est un signe indirect quand même assez fort d'endométriose parce que ça veut dire qu'il y a un état inflammatoire un peu global ou qui peut être localisé. Et donc, ça va nous permettre aussi de corréler les points de fixation des différents organes et de rechercher un peu plus attentivement dans cette zone-là. Ça permet aussi quand même un peu pour voilà, les différents corps de métier qui interviendront ou qui interviendraient plus tard, de corréler à la sévérité de la maladie, parce qu'évidemment, quand il y a des adhérences partout, là pour le coup, Claire confirmera peut-être, c'est, je suppose, plus difficile d'opérer ces patientes-là, où on galère peut-être un petit peu plus à libérer les adhérences que quand c'est des endroits qui sont localisés et qui sont pas fixés. Et donc, ça va nous permettre aussi de cartographier les lésions quand c'est possible, évidemment, en fonction des différentes zones. En fait, en gros, en échographie, on va essayer d'avoir un examen qui est systématisé, j'y reviendrai après, qui va nous permettre vraiment d'aller se diriger dans l'espace et d'aller rechercher vraiment des points clés. Alors l'IRM, aujourd'hui, en fait, ça reste l'examen de référence parce que je pense que peut-être dans l'esprit des gens, il est plus performant que l'échographie. Alors, je pense que c'est vrai par rapport notamment aux petites lésions qui sont très superficielles ou celles qui vont peut-être être très hautes et qui ne seront pas accessibles à l'écho. On aura une meilleure sensibilité sur ce type de lésions, sur des petits spots et sur certaines zones qui ne sont pas accessibles à l'échographie aussi, parce que par exemple, les ligaments utérosacrés, finalement, ils sont très longs. Et donc, en écho, on va atteindre la partie proximale, mais pas la partie distale. Pareil pour le ligament rond. En écho, on atteindra la partie proximale, mais pas les parties distales, etc. Par contre, l'IRM, c'est un examen qui n'est pas dynamique, donc on va peut-être plus difficilement pouvoir apprécier le glissement des organes entre eux. En revanche, j'en ai parlé il y a peu, enfin, c'est quand même possible de voir s'il y a des points de fixation. Mais en tout cas, on ne pourra pas bouger, mobiliser les organes entre eux et du coup, dans l'espace, évaluer ça. Par contre, aujourd'hui, c'est un examen qui est quand même relativement coûteux. Et puis, j'ai pas rajouté, j'aurais pu rajouter aussi, il y a quand même beaucoup d'attentes sur les IRM. Et donc, du coup, bah, ça peut aussi parfois être problématique pour réussir à obtenir un créneau.
Donc là, c'était un petit tableau rapidement pour vous montrer un peu l'efficacité. Alors, j'ai pas trouvé toutes les, enfin, voilà, tous les éléments, mais en tout cas, c'est quand même intéressant de se dire, globalement, par exemple, sur les endométrioses, donc les kystes caractéristiques d'endométriose qui sont situés sur les ovaires, on va avoir une sensibilité qui, franchement, est quasiment similaire entre l'écho et l'IRM. C'est-à-dire on peut se dire que globalement, on ne devrait pas passer à côté, comment dire, d'un endométriome, en fait. Cela dit, ça m'est déjà quand même arrivé, moi, de voir des petits endométriomes, donc pour le coup de petite taille, et que en IRM, ils ne soient pas vus. Et pour le coup, je mettrais ma main à couper qu'il y en avait quand même. Simplement, c'était des petites tailles, et parfois, c'est vrai que ça peut se confondre avec le stroma ovarien. Mais voilà, en tout cas, globalement, on a une sensibilité qui est à peu près similaire. Sur les lésions qui sont recto-sigmoïdiennes, c'est un peu notre hantise quand on se met à faire de l'écho un peu ciblé. Voilà, au départ, c'est un petit coup de main à prendre pour essayer de suivre les anses intestinales avec la sonde endovaginale. Mais une fois qu'en fait on a compris un peu le mouvement, globalement, en suivant l'anse, on arrive quand même à repérer des lésions. Alors, il y a des lésions pareilles qui sont caractéristiques et probablement des lésions qui sont plus difficiles à repérer. Mais globalement, vous voyez qu'on a une sensibilité de quand même 0,84 en écho versus 0,86 en IRM. Donc, ça reste quand même relativement similaire. Pareil pour la spécificité. Alors, les lésions de la vessie, donc du cul-de-sac antérieur, alors là, par contre, c'est assez étonnant. Quand j'ai fait mes recherches, ça notait une sensibilité de 0,64 en endo vaginal, ce qui me semblait pour le coup assez peu. Euh, Parce qu'on va dire que quand même des grosses lésions sur la vessie, c'est quand même relativement visible. Donc voilà, j'ai pas trop d'explications à ça. Peut-être que parfois elles se confondent avec les couches musculaires de la vessie et donc peut-être que parfois on peut passer à côté de certaines lésions et que c'est pour ça que la sensibilité est moins bonne. Mais j'ai pas trouvé en comparatif sur les RM et voilà, je suppose qu'elle est quand même largement meilleure parce que la différenciation est quand même plus évidente en IRM. Et évidemment sur les zones comme je le disais tout à l'heure, qui sont pas accessibles, pour le coup, ça sera, si c'est exclusivement accessible en IRM, on le verra que dessus. Donc, je notais en bas que globalement, si on associe l'examen clinique donc avec un bon interrogatoire, enfin si on a un bon interrogatoire couplé avec un examen clinique, un examen d'échographie et un examen d'IRM, on aura une sensibilité de 78%, avec une spécificité de 100% et une précision de 93% pour les pathologies quand même recto-sigmoïdiennes. Donc voilà, c'est intéressant de le savoir aussi. Alors, donc, comme je vous disais, pour l'examen d'échographie, on va d'abord essayer de passer par voie abdominale pour dégrossir, en fait. Et quand ce sera possible, on passera par voie vaginale, puisque c'est ce qui sera le plus précis, parce que la voie abdominale seule, c'est quand même beaucoup plus difficile, notamment d'accéder aux ligaments de l'utérus, le torus, les ligaments entérosacrés. Voilà, une lésion typiquement recto-sigmoïdienne où enfin, on n'accédera pas au cul-de-sac par voie abdominale. Donc on fait comme on peut. Mais idéalement, on va coupler la voie abdo avec la voie vaginale. Alors là, j'avais mis un petit point de vigilance parce que quand vous nous adressez des patientes, euh, il y en a qui pensent à dire aux patientes de venir vessie pleine, ce qui est super. Mais en effet, en fait, il ne faut pas qu'elles aient quand même une vessie trop pleine. Ça fait une réponse de Normand, c'est un petit peu, mais pas trop. En fait, l'idéal, c'est vraiment qu'elle soit semi-pleine. Mais bon, vaut mieux qu'elle vienne vessie pleine et qu'elle puisse la vider un peu que l'inverse, parce que sinon, on se retrouve à devoir leur faire boire 1 litre et de les prendre plus tard, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, voilà, pour nous, l'intérêt, enfin, c'est que la vessie, elle soit semi-pleine parce que ça va nous permettre de bien visualiser déjà les uretères, entre autres. Et puis, ça va nous permettre, voilà, de faire déjà un premier examen par voie abdominale. Et évidemment, quand la patiente, elle est vierge ou si on a un refus de la patiente de passer par voie vaginale, enfin, voilà, pour toute contre-indication à la voie endovaginale, de toute façon, on ne peut passer que par voie abdo. Et là, il nous faut une vessie qui soit quand même vraiment bien remplie. Sinon, on n'arrivera pas à voir. Donc, je mettais en dessous, je remettais ce qu'on a évoqué tout à l'heure au niveau des indications de l'échographie. Je pense on peut adresser assez facilement quand la patiente elle n'est pas soulagée par contraception. Enfin, c'est peut-être un peu vite résumé, mais Claire vous en reparlera sur les prises en charge de la douleur. En gros, on va dire une patiente qui n'est pas suffisamment bien soulagée avec les traitements qu'on va lui proposer, on peut l'adresser en écho-pelvienne. Une baisse de fertilité associée donc avec un terrain qui peut nous faire évoquer de l'endométriose. Tout ce qui va être inconfort de la vie quotidienne, hein, j'ai mis les dyspareunies, mais c'est vrai que
voilà, parce que ça me fait pas ça, c'est ça qui me vient en premier, mais voilà, tout ce qui va gêner la vie quotidienne de la patiente et les suspicions de retentissement sur les organes avoisinants. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, la douleur de la défécation, la douleur en urinant, s'il y a effectivement une hématurie ou alors du sang dans les selles, voilà. Mais je l'ai pas noté là, mais ça s'est déjà vu aussi. Par exemple, moi j'en ai jamais rencontré, mais j'ai déjà eu des confrères ou des consoeurs qui ont déjà eu, par exemple, une symptomatologie assez étonnante d'une patiente, par exemple, qui saignait par l'ombilic à chaque règle. Bon bah là, on va évidemment chercher s'il n'y a pas un nodule qui serait haut. Et effectivement, on retrouve parfois des nodules enfin périombilicaux qui sont vraiment remontés et qui saignent en fait à chaque menstruation. Donc ça, c'est pareil, c'est une indication d'aller rechercher. Donc rapidement, parce que bon, vous n'êtes pas tous échographistes, donc je ne vais pas vous assommer avec tout ça, mais nous, en fait, notre schéma, quand on est en écho-pelvienne, on va essayer de le systématiser, un peu comme quand vous faites votre examen clinique, et ce que disait Claire tout à l'heure, on va aller vraiment rechercher différents signes sur différentes régions. Et ben nous, c'est pareil. En fait, quand on est en écho, on va commencer par regarder notamment le cul-de-sac antérieur. Donc, on va d'abord regarder la vessie et on vérifie les uretères, parce qu'en fait, parfois, tout bêtement, elles ont super mal en urinant. Et en fait, quand on regarde les uretères, on se rend compte qu'elles ont juste un calcul et c'était pas de l'endométriose, mais en fait, elles ont quand même une bonne raison d'avoir mal. Donc, c'est quand même intéressant d'aller regarder ça. Après, on va effectivement détailler notamment l'utérus. On va rechercher des signes directs ou indirects d'adénomyose. On va rechercher, donc, comme je disais, des points de fixation, c'est-à-dire qu'en mobilisant l'utérus par rapport aux ovaires, en mobilisant les différentes zones des ligaments, on recherche s'il y a des adhérences. On va rechercher les atteintes annexielles, donc la présence d'endométriome, et pourquoi pas de retentissement sur les trompes. Donc dans ce cas-là, on peut parfois observer un hydrosalpinx ou un hématosalpinx. Et après, donc, donc voilà, les pathologies après, c'est plus les nodules qui vont être au niveau de la zone postérieure pour le coup. Et donc là, ça va être tout ce qui va être recto-sigmoïdien. On essaye, comme je vous disais, de suivre l'anse intestinale pour aller vraiment rechercher s'il y a un nodule qui serait positionné et si on arrive à bien le délimiter, essayer vraiment de préciser où est-ce qu'il est situé par rapport au rectum et au sigmoïde. Euh, En général, quand on peut, on complète aussi l'examen par regarder les reins. Alors moi, je suis pas néphro, mais en tout cas, en mettant une sonde sur les reins, c'est pas compliqué d'aller voir s'ils sont dilatés. Et donc, du coup, ça peut déjà nous donner une orientation si on peut avoir, si on a un doute sur un nodule qui serait situé par là, s'il y a une répercussion sur le fonctionnement du rein, bah, ça a quand même son importance par rapport au tableau général. Et dans notre écho, évidemment, on évalue la douleur lors de l'examen. C'est-à-dire que ça va pas être tout à fait pareil quand on arrive, évidemment, quand on a un terrain où tout qui glisse bien, l'utérus glisse bien par rapport aux ovaires, tout est hyper mobile et on a une patiente qui à la fin nous dit, on les questionne en leur disant comment vous avez vécu l'examen, est-ce que pour vous c'était un examen qui était douloureux, comment vous l'auriez qualifié, parfois je leur demande de mettre une note. Voilà, évidemment, quand elles nous disent, bah non, c'était plus inconfortable, mais c'était pas douloureux, c'est pas la même chose que quand bah, de toute façon, on le voit, hein, quand on est même hyper gêné de faire l'examen quand elles sont hyperalgiques parce que bah, on sait que c'est un calvaire pour elles et pourtant ça a son intérêt. Alors, moi, je force pas, mais c'est vrai que c'est intéressant, évidemment, d'aller chercher les lésions, mais parfois elles sont vraiment dans l'inconfort et c'est pour elles, bon, bah, c'est pas, voilà, on a déjà un pronostic entre guillemets quand on voit que l'examen pour elle est vraiment douloureux et parfois elles nous disent très clairement ah oui c'est vraiment la même douleur quand j'ai des rapports et que je dois interrompre un rapport, c'est vraiment cette douleur là, on se dit ah bah ok, je suis sur la zone quoi. Donc là j'ai mis rapidement quelques exemples. Donc à gauche on voit effectivement un volumineux endométriome. Donc là il a une couleur qui est caractéristique, en fait, c'est ce qu'on appelle une coloration en vert dépoli. Alors, ce qui est intéressant, c'est sur ce cliché-là. D'ailleurs, je suis désolée, surtout vous oubliez, j'ai anonymisé tous les autres, mais celui-là, c'est un oubli manifestement. En tout cas, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit deux kystes. La dame, elle a un kyste qui est un kyste, ce qu'on appelle vraiment fonctionnel. Donc, c'est un kyste qui est tout noir parce qu'il contient de l'eau.
enfin du liquide en tout cas. Et à côté, elle a un endométriome. On voit que la couleur est pas du tout la même. Il est vraiment un aspect un peu caractéristique avec ce qu'on appelle des fins piquetées hyper écogènes. Et ça, c'est caractéristique de l'endométriome et donc du fameux liquide chocolat. Ça apparaît vraiment comme ça. Et sur la petite vidéo à droite, pour le coup, on avait une patiente qui venait pour des dysménorrhées sévères. Elle n'était pas sous contraception, elle avait 20 ans. Et on voit, en fait, je sais pas si tu arriverais à la relancer, Claire, la petite vidéo. Hop. En fait, en balayant, on voit la trompe là qui est toute gonflée, voilà, qui est pleine de liquide, accolée à un endométrium. On voit les petites franges de la trompe. Et donc là, on a un volumineux hydrosalpinx. Alors, j'ai pas mis l'autre ovaire, mais en fait, je l'avais des deux côtés. Donc voilà, ça, c'est une dame qui avait une jeune femme que j'ai adressée parce qu'elle avait deux gros endométriomes avec deux volumineux hydrosalpinx de chaque côté. Qui a de bonnes raisons d'avoir mal. Là, c'était plus pour l'adénomyose. Donc, l'adénomyose, j'ai un peu simplifié, mais en gros, c'est du développement ectopique des cellules endométriose dans le muscle de l'utérus. Et donc, ça va nous donner des signes à la fois hyper francs et des signes aussi indirects. Donc, on a déjà souvent un utérus qui est hyper globuleux. Alors, j'ai pas je crois pas que je vous voyais pas si je dépasse ma flèche, si. Non, c'est que toi, Claire, qui a la main. En fait, on voit que sur la partie de gauche, voilà, qu'il est asymétrique. J'ai mesuré. Là, c'est très net. Et en fait, on voit qu'il le muscle est un peu hétérogène. Et sur les petits clichés de droite, on voit des petites, ce qu'on appelle des petits îlots vraiment qui sont bien déterminés, des petites cryptes avec du liquide. On voit très bien voilà, l'îlot qui est entouré de blanc comme l'endomètre, en fait, hein, vraiment. Et donc ça, c'est des cryptes d'adénomyose qui sont vraiment bien localisées dans le muscle. Et donc là, voilà, on voit très bien cette adénomyose qui est localisée. Là, de l'autre côté, à gauche, on a une lésion là, de la charnière recto-sigmoïdienne. Alors là, pour la petite histoire, cette patiente-là, elle n'était pas du tout venue pour ça à la base, elle était venue pour vérifier un stérilet. Et en fait, elle avait vraiment des trucs bizarres. Et en poussant les investigations, quand on a regardé, en fait, elle avait juste une énorme lésion digestive. On voit en fait, je sais pas si tu arriverais à montrer clair, on voit l'anse digestive qu'on peut suivre et en fait elle est vraiment interrompue par la grosse lésion là qui vient un peu, en gros l'anse elle est complètement enroulée autour de la lésion et donc il y a une atteinte probablement de la muqueuse digestive en fait associée. Et de l'autre côté, là pour le coup, c'est un nodule qui est plutôt situé sur le ligament utérosacré, donc ça fait une espèce de petit rond tout blanc qui est donc pour nous qui est hyper écogène. Au-dessus, on voit l'ovaire d'ailleurs. Euh, et en fait, voilà, là on voit vraiment la petite lésion qui est localisée avec un. Du coup, je me souviens plus de la mesure, mais on a un ligament qui est forcément un peu épaissi du coup. Alors la place de l'IRM, bon, j'ai un peu moins détaillé, Claire complétera si, voilà, parce que pour le coup, c'est un petit peu moins mon domaine. Mais donc, comme je disais, elle va être plus précise sur les lésions, on va dire, qui vont être plus fines. Et néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas tous hyper performants sur la localisation exacte, par exemple, d'une lésion recto-sigmoïdienne. En tout cas, même si moi, j'ai été formée, pour le moment, je ne pourrais pas voilà, je n'aurais pas la prétention de dire mon examen suffit, par exemple, à un opérateur, un chirurgien, pour pouvoir vraiment se dire qu'il va opérer la dame. Et c'est vrai que la place de l'IRM, pour le coup, elle est vraiment importante pour préciser, vraiment préciser la localisation des lésions, notamment le degré d'infiltration de l'anse intestinale, par exemple, parce que pour eux, je pense que ça va vraiment conditionner la façon dont va se passer l'intervention. Et ça va leur permettre aussi d'appréhender les difficultés. Entre autres, ou les complications possibles. Et puis parfois, moi, j'adresse en IRM parce que j'ai un examen d'échographie qui va être franchement discordant par rapport à la clinique. Alors, c'est vrai que Claire, elle a cité d'autres éléments tout à l'heure voilà, le syndrome myofascial, entre autres, et il y a certainement plein d'autres choses, mais c'est vrai que parfois, on est vraiment étonné entre l'anamnèse de la patiente quand elle décrit effectivement des douleurs digestives, des ballonnements, une alternance parfois avec diarrhée, constipation, voilà, des dyspareunies profondes, enfin, j'en passe. Et puis parfois, je fais mon examen d'écho et je me dis, mais mince, tout bouge bien, enfin, c'est pas voilà, des fois, je retrouve vraiment un tableau qui est hyper discordant par rapport à mon examen à moi. Et donc, c'est vrai que parfois, je me retrouve à adresser quand même en IRM en me disant, bah, mince, est-ce qu'il y a des lésions vraiment très fines ou plus hautes qui pourraient expliquer ces douleurs-là?
Comme on le disait tout à l'heure, en effet, ben voilà, parfois il y a une discordance vraiment importante entre entre le tableau clinique de la patiente et ce qu'elle peut décrire et puis ce qu'on va retrouver. Et une toute petite lésion, bah, comme on le disait, peut vite pourrir la vie, alors que parfois on a un tableau hyper sévère, comme la patiente que je vous montrais avant avec la grosse lésion d'endométriose sur le haut rectum. Ben, pour le coup, elle venait juste pour vérifier son stérilet, elle se plaignait de rien, quoi. Donc effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec Jeanne sur le fait de dire que l'échographie en première intention, fait par des gens qui ont l'habitude, honnêtement c'est aussi informatif, voire plus qu'une IRM. Et pour moi la place de l'IRM, je suis complètement d'accord pour dire que ça va être quand je pose une indication opératoire d'une patiente. Par exemple, si on pense qu'il va y avoir une résection digestive ou autre, même s'il y a un nodule, je veux être sûre de la profondeur de l'atteinte au niveau du tube. Et donc là, on va quand même faire l'IRM, puis être sûr qu'il n'y a pas d'autres lésions plus hautes. Mais ça va surtout être ça aussi, un kyste qui est atypique ou autre. Oui, et je rajouterai juste un petit truc que j'ai dû noter mais que j'ai oublié de dire, c'est que l'IRM, je crois, tu me corriges Claire, mais on peut relire les clichés, on peut faire Ouais, c'est relire par vrai. quelqu'un d'autre. Alors moi, je suis vraiment pas performante pour relire des clichés d'IRM. Des fois, les dames, elles m'apportent leurs IRM, mais vraiment, je me sens un peu faiblarde là-dessus. Il faudrait peut-être que je me reforme là-dessus. Mais en tout cas, là, pour le coup, l'inconvénient de l'écho, c'est que quand on rend les clichés à la dame, ou quand quelqu'un va relire les clichés derrière nous, bah, comme c'est un examen qui est dynamique, c'est quand même vraiment plus difficile de se prononcer sur des clichés statiques, alors qu'a priori sur l'IRM, on peut faire relire par quelqu'un d'autre quand on a un doute. Et parfois, en faisant relire, en fait, finalement, il y a quelqu'un va dire, ah bah si, là quand même, il y a quelque chose, etc. Alors qu'au départ, on avait dit qu'il n'y avait rien. Ouais, c'est même fréquent, hein, mais c'est pour ça, je pense que ça soit l'échographie ou l'IRM, il faut que ça soit fait par des personnes qui ont l'habitude, pour que l'examen soit bien fait et pertinent, parce que sinon on se retrouve vite avec des examens qui sont dits normaux, et en fait, il peut y avoir des lésions même assez sévères. Après, je voulais juste vous parler rapidement de l'endotest. Vous avez dû en entendre parler. On est quelques centres à commencer à y avoir accès. Donc nous, là, ça y est, c'est tout récent. Mais en gros, l'idée, c'est qu'au début du diapo, je vous disais, bah, dans l'endométriose, il y a des modifications génétiques à la fois innées, ça veut dire la patiente, elle a, au niveau de ses gènes, elle va être plus à risque de développer l'endométriose. Mais à la fois, il y a des modifications épigénétiques. Épigénétique, ça veut dire acquises. Ça veut dire que quand on développe une pathologie, en fait, ça va modifier notre génome. Et ça, le test salivaire permet de dépister est-ce qu'il y a la présence de ces différentes modifications épigénétiques. Il y en a des dizaines qui ont été identifiées dans l'endométriose et l'endotest, en gros, il reprend plusieurs de celles-là. Et donc, ça peut être très intéressant, je pense plutôt justement pour les patientes qui ont un examen d'imagerie qui est normal, qui ont un examen clinique qui peut être assez en faveur, et chez qui on se pose la question, est-ce qu'il faut opérer ou pas, mais on est toujours un peu réticent quand on a des imageries normales, on essaie de limiter au grand maximum. Donc potentiellement, l'endotest pourrait avoir cette place-là. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on est en train de travailler. Donc après, assez rapidement, parce qu'il est déjà assez tard, mais on va reprendre juste certains points clés de la prise en charge de l'endométriose. Donc déjà, il faut se dire que l'endométriose, c'est une pathologie bénigne, c'est-à-dire que c'est pas cancéreux. Après, ça peut avoir un impact important sur la qualité de vie, et justement, c'est dans ce cas-là, s'il y a un retentissement fonctionnel, douleur, infertilité ou altération du fonctionnement d'un organe. Tout à l'heure, Jeanne, elle vous parlait du rein qui va être dilaté. Bah oui, s'il y a un nodule d'endométriose proche d'un urtère, que ça dilate le rein au-dessus, là, clairement, la patiente, faut absolument qu'elle soit prise en charge dans un centre expert. Et dans 90% des cas, on va l'opérer parce que le problème, c'est que ce nodule sur l'urtère, il va l'engainer à très bas bruit. Et donc, en fait, la patiente, elle va pas avoir de douleur, elle n'a pas de douleur de colique néphrétique ni rien au niveau du rein. Par contre, le rein est de moins en moins fonctionnel. Il y a même des patientes qui perdent leur rein, chez qui on est obligé de faire une néphrectomie en même temps que la chirurgie d'endométriose à cause de ça. Donc, s'il y a un retentissement,
ou une altération du fonctionnement d'un organe, là, il faut mettre en place une prise en charge. La patiente qui n'a aucun symptôme, qui arrive à prendre en charge sans, c'est pas forcément obligatoire. C'est à discuter avec elle sur voilà, les bénéfices potentiels de limitation d'évolution de la maladie, mais adapté au cas par cas. Vraiment, c'est ça, c'est une prise en charge qui est individuelle, qu'on adapte à plein de choses, à la sévérité des symptômes, au désir de grossesse. On va pas proposer la même chose chez la jeune adolescente de 17-18 ans que chez la femme de 30 ans qui a un désir de grossesse en cours, que chez la femme de 45 qui a fini ses projets de grossesse, qui a une adénomiose associée. Vraiment, on réfléchit pas du tout de la même manière. Euh, L'objectif global, il faut se dire que c'est une hypoœstrogénie et une aménorrhée, parce qu'on a vu que l'endométriose était hormonale, et le but pour essayer de limiter l'évolution de la maladie, c'est vraiment d'obtenir une aménorrhée. Chez toutes les patientes, si elles ont des symptômes douloureux, il faut prescrire les antalgiques, prendre en charge la douleur en parallèle du traitement étiologique. C'est-à-dire le traitement étiologique, ça va être, on va cibler l'endométriose, soit avec un traitement hormonal, soit avec un traitement chirurgical. Et après, si elle a des douleurs, il faut qu'on prenne en charge aussi les douleurs de manière spécifique, avec les antalgiques par exemple. Depuis peu, on dispose aussi de traitements anti-hormonaux, on va en reparler rapidement, c'est le Rieco. Après, à ma connaissance, je ne suis pas sûre encore que les sages-femmes vous puissiez le Non, je prescrire. pense pas. Mm. Ouais. Mais en tout cas, c'est quand même intéressant de savoir que ça existe quand vous êtes quand vous prescrivez des progestatifs type Dienogest ou Drospirenone, donc Sawis ou Slinda, et que vous voyez bah ça fonctionne un peu mais c'est pas parfait ou il y a une mauvaise tolérance ou autre, bah, pas hésiter à adresser en se disant bah potentiellement on peut peut-être mettre en place Rieco. Vous avez tous entendu parler de la ménopause artificielle qui était les injections de décapeptyl et gonapeptyl. Bah, finalement Rieco c'est dans la même pilule. Il y a, ça fait une ménopause artificielle, c'est des antagonistes de la GnRH. Et dans la même pilule, il y a aussi l'adbacthérapie, c'est-à-dire la toute petite dose d'hormones qui fait qu'elles ont moins d'effets secondaires. Donc, et il n'y a pas d'effet flare-up. Ça veut dire que quand on met une injection de ménopause artificielle, souvent, juste après, pendant une semaine, elles ont des symptômes qui flambent et après, ça diminue. Ben, dans Rieco, on n'a pas ça. D'emblée, on a l'efficacité, c'est de par le mécanisme d'action sur les récepteurs. Donc voilà, traitement anti-hormonal, en tout cas, à savoir, ça existe. Et il y a eu des très très belles études qui montrent que c'est très efficace. Et pour le coup, au Québec, ils l'utilisaient déjà depuis longtemps et vraiment, les patientes, elles étaient ravies. Ensuite, le traitement il peut être chirurgical avec l'ablation des lésions. Donc là, comme on disait, on essaie de le limiter au maximum. On va voir un peu les bénéfices potentiels. Et un suivi médical régulier jusqu'à la ménopause, c'est très important. Même la patiente qui vous paraît équilibrée, si elle a un nodule profond d'endométriose, bah, vraiment, il faut quand même qu'on vérifie, est-ce qu'il n'y a pas de dilatation des uretères, est-ce qu'il n'y a pas d'autres symptômes qui se mettent en place, etc. Il y a des patientes sous pilule œstroprogestative, par exemple, les lésions continuent d'évoluer. Enfin, donc c'est très important de quand même les garder à l'œil, ces patientes-là, avec une évaluation au moins annuelle. Dans le traitement antalgique, qu'est-ce qui marche? Première ligne, les anti-inflammatoires. On a vu que l'endométriose c'était une pathologie inflammatoire. Souvent, elles répondent très bien aux AINS, donc en première intention, avec le paracétamol et l'acupan. L'acupan, très intéressant aussi, surtout pour les patients chez qui les anti-inflammatoires ne suffisent pas. Vous aviez tous entendu parler, voilà, ou déjà peut-être prescrit l'acupan par voie sublinguale qui était très mauvais, etc. Maintenant, il existe en comprimé. Donc, c'est beaucoup mieux toléré, il y a moins d'effets secondaires. Donc, pas hésiter à le prescrire en comprimé. Et après, sinon, les paliers 2, l'isalgie fonctionne quand même pas mal. Mais voilà, après à rediscuter. Ça, je vais passer parce que bon, je suis pas sûre que vous prescriviez ça facilement. Tout ce qui va être voilà, Lyrica, Laroxyl, etc. pour les douleurs neuropathiques. Bref, morphine, vraiment à ne surtout pas prescrire. Après, je pense que voilà, la prescription de morphine, c'est pas forcément. Je vais passer ça rapidement parce qu'on est déjà euh, enfin, il ne reste pas beaucoup de temps. Mais en gros, ce qu'il faut dire, c'est que la morphine, le problème, c'est que ça hypersensibilise. Ça soulage sur le coup, mais derrière, on a encore plus mal. Et donc, on a besoin d'en reprendre, etc. Donc, ça entraîne également une dépendance et une recrudescence des douleurs à l'arrêt du traitement. Il y a des effets secondaires. En tout cas, vraiment, morphine à éviter au grand maximum quand on a de l'endométriose et des douleurs chroniques. De quoi
qu'est-ce qu'on dispose comme arsenal thérapeutique pour les traitements hormonaux dans l'endométriose? Eh ben, les œstroprogestatifs, donc ça vous les connaissez, que ce soit les pilules mini-dosées comme Optilova, Lilou, où va y avoir 20 microgrammes d'éthylöstradiol. Celle-là, pour moi, elle me semble assez intéressante. Je pense que c'est mieux de prescrire celle-là plutôt que des où il y a 30 microgrammes d'éthylöstradiol type Optidril, Minidril, etc. Parce que, bon, voilà, on sait que l'endométriose, c'est une pathologie qui est liée aux œstrogènes. Si on peut limiter quand même un peu la dose d'œstrogène qu'on donne, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Après, bien sûr, à discuter à chaque fois avec le profil de tolérance, mais dans l'idéal, plutôt une mini-dosée. Euh, Ensuite, quand on est en échec des œstroprogestatives, les progestatifs, très intéressant, que ça soit le stérilet, Mirena, Kilena. Le problème du stérilet, c'est que c'est quand même une action qui est très locale, donc ça va être très bien, par exemple, dans l'adénomiose. Bah, pour une endométriose plus kystique, ovarienne, bon, des fois, voilà, ça va pas forcément avoir d'impact, le fait de mettre un Mirena ou un Kilena sur leur croissance, donc à discuter. Après, les pilules, les microdosées type Optimisette, ça c'est pas mal, ça tolère bien. Après, bon, voilà, il y en a plein qui ont des petits spottings un petit peu, donc avoir le profil pareil de tolérance, mais pourquoi pas en première intention. Après, il y a quand même les pilules voilà, progestatives qui fonctionnent très bien. Je pense que dès qu'on est en échec de pilules trop progestatives ou microprog, pas hésiter à passer à une pilule progestative pure, type Dienogest, donc le Sawis, qui fonctionne hyper bien par exemple, sur les endométriomes, sur la résection, sur la diminution de taille des endométriomes. Le Dienogest, c'est le meilleur, ça, il y a pas à dire, hein, ça se retrouve et en pratique clinique et dans les études. Après la drospirenone, Slinda, très intéressant aussi. Pas le même profil de tolérance que le Dienogest, donc, mais non remboursé. Les macroprogestatifs, bon, on essaie de les prescrire quand même vraiment de moins en moins. J'ai quelques patientes sous colprone, mais voilà, c'est hyper compliqué d'un point de vue surveillance, etc. Donc, bon, à limiter au maximum. Après, donc les agonistes générales dont on a parlé, décapeptyl, gonapeptyl en injection, c'est mensuel ou trimestriel. Euh, et on va voir dans quelles indications on se les réserve et les antagonistes générales dont je vous ai parlé. Donc ça, c'est un peu ce que je viens de vous dire en première intention, Stroproge. Ça, c'est des recommandations qui datent un petit peu. Mais voilà, retenez Stroprogestatif, stérilé, microproge, un plan, pourquoi pas, mais bon, c'est pas l'idéal dans l'endométriose. Et si ça marche pas, Dienogest, Drospirenone ou Rieco. Euh, dans quel ordre on fait les choses? En première intention, vraiment, le traitement médical. Si la patiente, elle tolère bien son dienogeste, qu'elle est équilibrée, qu'elle n'a pas de symptômes, très bien, on le garde. Et même sur des endométrioses vraiment très sévères, mais avec des nodules du tube digestif transmuraux, on peut tout à fait rester sous dienogeste. Donc, enfin, sous traitement hormonal et ne jamais être opéré. Donc, voilà, vraiment en première intention. Chirurgie en cas d'échec du traitement médical. C'est vraiment ça. On essaye au maximum de se garder la chirurgie le plus tard possible pour opérer les patientes le moins possible parce que quand on opère, ben, on crée des adhérences, on crée de l'inflammation. Il y a un risque de récidive, on l'a vu, qui était très important. Donc vraiment, on essaye au maximum d'opérer la patiente qu'une seule fois, plutôt après les projets grossesse, en leur proposant une hystérectomie associée parce qu'on sait que voilà, après, dans 90% des cas, elles peuvent ne plus avoir de traitement hormonal après la chirurgie sans récidive de l'endométriose. Après, bien sûr, ça se discute, voilà, mais c'est un peu l'idée actuellement. Et après, la grande question aussi, c'est par rapport au désir de grossesse. À chaque fois, on discute un peu, celles qui ont des endométrioses. Est-ce qu'on fait d'abord la PMA? Est-ce qu'on fait d'abord la chirurgie? Bon, là, nous, en tout cas, au CHU, vraiment, on s'est mis plutôt sur le fait de se dire, bah, si la patiente elle est à peu près équilibrée sur le sous-traitement hormonal, que là elle l'arrête, certes elle va être plus douloureuse ou quoi, mais que son projet c'est vraiment le bébé, on a tendance plutôt à lui proposer de faire 2 cycles de FIV. Si on est en échec de 2 cycles de FIV, là on lui propose la chirurgie et puis après grossesse spontanée ou PMA. Et on a quand même des très bons résultats comme ça. Ce que je voulais vous dire aussi sur la PMA d'important, c'est si vous voyez une patiente qui a des endométriomes,
Ce d'autant plus qu'ils sont bilatéraux. Vraiment, n'hésitez pas à les adresser dans les services de PMA pour discuter d'une préservation de la fertilité. Pas à visée sociétale, mais vraiment à cause de la pathologie de l'endométriose, ça fait vraiment réduire la réserve ovarienne. Et c'est très important que ça soit pris en charge tôt, parce que des fois, on a des patientes qui arrivent à 30 ans, elles ont quasiment plus de réserve. Donc vraiment, l'endométriome, je dirais que c'est quand même ça qui fait le plus vite baisser la fertilité. Et c'est important de proposer la préservation dans ce cas-là. Le traitement chirurgical, notre but, c'est quand on opère la dame, on veut tout enlever. On enlève toutes les lésions. Si on opère certaines lésions mais qu'on en laisse d'autres, et ben, le problème c'est qu'on crée de l'inflammation, ça risque de se redévelopper, donc ça à éviter au maximum. Les indications donc, sont de plus en plus limitées, on l'a vu. Discuter l'hystérectomie, ça je l'avais dit. Surtout éviter la ménopause chirurgicale. Ça veut dire que jamais à la patiente on lui propose de lui enlever les ovaires dans le même temps. C'est hyper morbide, ça augmente son risque cardiovasculaire, c'est hyper mal toléré, ça augmente le risque d'Alzheimer, d'ostéoporose, tout. Donc vraiment ça on le fait jamais. Ouais, toutes les lésions, mais on fait tout ce qu'on peut pour laisser au moins un ovaire sain. Toutes les chirurgies, elles se font par célioscopie quasiment, plus ou moins on utilise le robot, mais en tout cas, on fait plus du tout de chirurgie par la paro. Et même quand on fait des résections digestives, on peut même faire des résections digestives assez étendues. Elles ont quasiment jamais de stomie maintenant, hein. On fait une anastomose en un temps, elle remange dès le soir même, voilà. Et chaque patiente qu'on opère, maintenant, on valide le traitement chirurgical en réunion de concertation pluridisciplinaire. Un peu comme en cancérologie, ils font ça. Bah, maintenant, tous les centres experts endométriose, normalement, ils valident toutes leurs procédures chirurgicales en RCP. Euh, donc les traitements après, donc avant la chirurgie, c'est ça, le traitement hormonal, avant la chirurgie, le but c'est de baisser l'inflammation, diminuer le risque de complications chirurgicales. Et après la chirurgie, si on a laissé l'utérus, bien sûr, l'idée c'est que ça ne récidive pas. Donc de réduire le risque de récidive et améliorer la qualité de vie des patientes. Très rapidement, ça c'est ouais, très très rapidement, ouais, genre, je vais même passer parce que là, il est déjà 22 heures. Je voulais juste parler très rapidement de la prise en charge non médicamenteuse qui pour moi est vraiment aussi importante quasiment que la prise en charge médicamenteuse ou chirurgicale. Qu'est-ce qui a été validé en prise en charge non médicamenteuse dans l'endométriose? Dans les dernières recommandations, mais qui datent quand même de 2018, là où il y avait le plus de littérature, c'était sur l'acupuncture, qu'on utilise assez peu en France, mais il y a beaucoup d'études chinoises qui ont l'air de montrer qu'il y a un bénéfice, en particulier sur douleurs pelviennes et dysménorrhée. L'ostéopathie, ça peut aider au niveau des adhérences à diminuer, à augmenter la mobilité des organes, à améliorer les douleurs. L'activité physique adaptée, hyper important. Je vous ai parlé tout à l'heure du syndrome myofascial. Tout ce qui va être sport avec impact risque d'augmenter et de décupler ces douleurs-là. Donc bien leur dire d'adapter leur activité physique et plutôt de privilégier des sports doux sans impact, type yoga, pilates, stretching, piscine ou autre. La kiné, enfin en tout cas la physiothérapie, que ça soit fait par un kinésithérapeute ou par une sage-femme formée bien sûr. Mais l'idée c'est vraiment la relaxation des muscles pelvipérinéaux, travail postural, de respiration, travail en étirement, massage, automassage, etc. Le but c'est que ça soit pas douloureux et de diminuer donc ces tensions musculaires. Et ça, s'il y a bien quelque chose qui a montré son efficacité dans les études, de manière indéniable, c'est la kinésithérapie, c'est la physiothérapie. Donc vraiment hyper important. Le TENS, je sais très bien que vous ne pouvez pas le prescrire. Les patientes, elles peuvent l'avoir, enfin l'acheter elles-mêmes, mais bon, c'est vrai que c'est quand même un coût. Mais sinon, les gynécos peuvent les prescrire en location, 6 mois gratuitement, pris en charge à 100%. Et on a quand même une efficacité très importante sur le symptôme douloureux, en particulier quand il y a une sensibilisation. Donc ça, je vais passer. Et après, je vous disais, voilà, les troubles du transit, etc., c'est hyper fréquent. À discuter avec les patientes, le but n'est pas de mettre en place des régimes hyper restrictifs, etc., mais c'est plutôt qu'elles arrivent à identifier dans leur alimentation s'il y a des aliments qui vont causer des douleurs, des ballonnements, des crises inflammatoires. Parce qu'il faut se dire que l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire. Si elles ont une alimentation qui est hyper inflammatoire, et ben ça entretient l'endométriose
et les douleurs, et les deux s'alimentent un petit peu, et ça fait vraiment des douleurs qui sont beaucoup plus importantes. Donc, pas hésiter, voilà, à leur dire de consulter une diététicienne. Tout ce qui est très inflammatoire, ça va être l'alcool, le café, les aliments hyper transformés, les sucres rapides, le gluten, voilà. Donc, tout ça, c'est à discuter, mais en tout cas, vraiment une piste très intéressante. Après, probiotiques, psyllium, ça je vais passer, on n'a pas trop le temps. Après, je voulais vous parler, ouais, rapidement de l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, c'est quoi? C'est bah, chez tous les patients qui ont des maladies chroniques, que ce soit asthme, diabète, etc. On sait que l'éducation thérapeutique a un bénéfice. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, le but, c'est de rendre les patientes actrices de leur santé. C'est-à-dire, elles comprennent leur pathologie, elles comprennent le lien avec l'inflammation, avec tout ça, un peu tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Et ça va leur permettre elles-mêmes de pouvoir adapter un peu ce qu'elles vont mettre en place, de pouvoir s'autogérer, mieux se connaître et donc mieux gérer leurs symptômes et leurs traitements au quotidien, mieux choisir aussi quels traitements elles vont mettre en place. Et c'est prouvé dans tout un tas de pathologies, pas encore dans l'endométriose, que ça améliore l'état de santé global des patientes. Donc au CHU Nantes, on a monté un programme ETP déclaré à l'ARS qui fonctionne depuis à peu près 2 ans. Et en gros, donc c'est pas que des patientes suivies au CHU, ça peut être des patientes en externe. Il y a pas c'est gratuit pour les patientes quand elles s'inscrivent. Elles ont un premier bilan avec une infirmière formée en ETP et après on leur propose 6 séances qui durent à peu près 2 heures et demie les lundis soirs en groupe de 10 patientes et ça va être comprendre la maladie, comprendre gérer la douleur, gérer la fatigue, l'activité physique, adapter son alimentation, bien vivre sa sexualité et communiquer sur la pathologie. Pour chaque séance, on a un expert de la thématique, une patiente ressource qui fait partie d'associations de patients pour la plupart et une infirmière formée ETP. Et voilà, n'importe qui peut s'inscrire et ça leur permet voilà, de mieux se prendre en charge. Ça, très rapidement, c'était un mémoire donc d'une étudiante sage-femme qui avait, qu'en gros, on a fait le avant-après où les patientes, elles s'évaluaient sur 10 et on voit bien que ça a augmenté les différentes enfin voilà, la façon dont elles géraient leur pathologie. Et on a voilà, des patientes qui nous ont vraiment dit, bah, ça leur a permis, suite à ça, de reprendre un suivi avec un gynécologue, de débuter un traitement hormonal, d'adapter leur alimentation, de moins consulter en urgence, etc. Donc, pas hésiter à leur proposer l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, c'est vraiment pour les femmes pour qui ça a un fort impact sur leur qualité de vie. C'est là que ça va avoir son intérêt. Après, tout ce qui est psychothérapie, EMDR, on l'a vu en cas de stress post-traumatique. Thérapie cognitivo-comportementale, ça c'est plutôt pour l'impact des douleurs sur le quotidien. Jeanne en a un peu parlé, mais voilà, si on a des douleurs chroniques, bah, c'est à risque d'augmenter dépression, anxiété, repli sur soi, etc. Et donc travailler là-dessus avec un psychologue, ça peut permettre d'aborder la pathologie différemment et donc d'améliorer la qualité de vie. Tout ce qui va booster l'immunité et réduire les carences, comme par exemple les carences en magnésium aussi, c'est important. Et je ne sais pas si Géraldine est parmi nous. Si oui, je vais lui proposer de dire un petit mot. Et sinon, en gros, je voulais surtout vous parler de la filière de soins Endoref. Elle doit être dedans parce qu'elle a mis oui sur le chat. Ah bah écoute, si tu veux enlever ton micro et nous dire un petit mot sur Endoref, n'hésite pas. Oui, eh bien, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Donc oui, effectivement, très brièvement, Andoref, ça répond à une stratégie nationale où chaque région de France doit identifier les personnes compétentes pour prendre en charge l'endométriose. Et donc notre objectif, c'est de mettre en place une filière de soins gradués. Et donc les sages-femmes sont vraiment une cible pour nous très importante voilà, ce que vous êtes en train de faire ce soir, c'est des actions qu'on va mener sur toute la région Pays de la Loire, puisque pour que les soins primaires puissent mieux détecter la maladie. Donc voilà. Et pour finir, juste, peut-être vous vous êtes déjà inscrite, mais on a notre première journée pluriprofessionnelle le 4 juillet qui se tiendra donc à la Baule. Voilà. Et donc, je ne sais pas s'il y a le lien. Non, il n'y a pas le lien pour s'abonner, mais si ça vous intéresse, en tout cas, en tapant Andoref Pays de la Loire et pas Andoref tout seul parce que vous allez tomber sur le CHU d'Angers.
Mais en Doref Pays de la Loire, on a un site internet, enfin une page d'attente où vous aurez toutes les informations pour ce congrès. Voilà. Merci Claire. Avec plaisir. Et voilà, très, très intéressant, effectivement, surtout le fait voilà, de mieux articuler les différents niveaux de recours dans l'endométriose, de savoir à qui adresser, et d'être un peu moins perdu. Je pense que ça va être hyper intéressant. Finalement, pour conclure, sur l'endométriose, bah, l'évoquer assez facilement, surtout si la patiente elle a des dysménorrhées sévères, des douleurs pelviennes chroniques, etc. Pas hésiter à essayer de poser le diagnostic de manière clinique, puis d'avoir une imagerie, puis de lancer les premières lignes de traitement, en particulier le traitement hormonal. Et je pense que à retenir, c'est si jamais vous voyez que vous avez essayé plusieurs traitements hormonaux, que ça fonctionne pas, qu'il y a toujours des douleurs importantes et un impact sur la qualité de vie. Là, je pense que c'est le bon moment pour adresser, surtout s'il y a un échec de Sawis ou de Hutzlinde, vous voyez que la patiente, elle est pas équilibrée. Le diagnostic d'endométriose est clinique. euh, et c'est important, on en a déjà parlé. La prise en charge d'endométriose en première intention, on l'a vu, examen gynéco, écho-pelvienne, traitement hormonal, donc voilà, stérilet, pilule œstroprogestative mini-dosée, optimisette, première intention, deuxième intention plutôt Sawis Slinda, troisième intention Rieco. Après, voilà, déjà quand on en est là, on discute un petit peu aussi de la chirurgie, de choses avec les patientes. Donc à ce moment-là, pas hésiter à adresser. Vraiment penser à dépister, j'insiste beaucoup sur le syndrome myofascial et la physiothérapie. Et sur la sensibilisation, parce que là, voilà, c'est des choses qui sont très fréquentes dans l'endométriose et qui sont importantes à prendre en charge en parallèle de l'endométriose. Euh, et voilà, Endoref aussi, très important, la filière, je ne l'avais pas remis là. Et donc voilà un petit peu ce qu'on voulait vous dire ce soir avec Jeanne, et on va pouvoir commencer à répondre à vos questions. Alors, je voyais un petit peu. Alors déjà, est-ce que vous aurez le diaporama? Je crois que oui, parce que c'est enregistré, c'est ça? Si je En tout dis cas, oui, pas vous de aurez le bêtises. replay, ouais. Mm. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, alors, je vais, je sais pas, tu me dis Claire. Euh, je vais peut-être pas forcément les prendre dans l'ordre parce que je me dis on va répondre peut-être à plusieurs en même temps. Faut-il forcément passer par un diagnostic si suspicion d'endométriose ou bien prescrit-on directement un traitement hormonal en première intention et voir si c'est suffisant? Bah, en effet, enfin, tu me complètes un clair. Euh, je, J'aurais tendance à dire que le premier objectif, c'est de soulager la patiente. Donc, de toute façon, il ne faut pas attendre d'avoir un diagnostic posé sur échographie ou autre pour soulager la patiente et donc lui proposer un traitement hormonal d'emblée. Je pense que on peut déjà expliquer à la patiente, comme l'a répété plusieurs fois Claire, que c'est un diagnostic qui est essentiellement clinique et donc que c'est pas très grave si on n'a pas posé un diagnostic sur un examen d'imagerie, parce que parfois elles ont cette attente de se dire bah voilà, moi je veux vraiment savoir ce que j'ai, je veux vraiment savoir si j'ai ça. Mais en fait, le plus important, ça reste quand même, je pense, de soulager leur douleur. Alors peut-être que le petit point de vigilance, par contre, qu'on a cité, là, j'ai pas forcément la réponse. Est-ce que ça a un intérêt quand même de prescrire une écho-pelvienne pour s'assurer l'absence d'endométriome, parce qu'on parlait de la préservation de la fertilité tout à l'heure? Je pense que ça peut se discuter. Ou est-ce qu'on attend, voilà, de savoir. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Claire? Est-ce qu'il faut d'emblée. Déjà, je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire qu'effectivement, ce qui compte, c'est vraiment les symptômes des patients. Et par exemple, moi, les adolescentes, typiquement, ou bah, très souvent, en fait, les adolescentes, quand on regarde le type d'endométriose qu'elles font beaucoup plus d'endométriose superficielle, ce qui est le plus difficile à voir en imagerie. Et Ouais. c'est ce que je leur En explique. plus, par voie pelvienne, quoi. Enfin, par voie Ouais, abdo, en je veux plus dire. souvent Ouais. parfois abdos, Ouais. enfin voilà, donc je leur dis bah finalement c'est pas si important, ce qui compte c'est vraiment la qualité de vie et tout ce qu'on peut mettre en place pour essayer de le limiter. Et puis ce que je leur dis aussi, c'est que dans les études, ce qu'on voit, c'est que si on prend les cohortes des adolescentes qui ont des douleurs hyper importantes, des dysménorrhées sévères et d'autres troubles,
encore pire si elles ont des antécédents familiaux au premier degré. Mais si on prend cette cohorte-là et qu'on les suit à 10-15 ans, on sait qu'on va diagnostiquer de l'endométriose dans à peu près 70 à 80% de la cohorte, alors qu'on ne l'avait pas diagnostiqué initialement. Donc voilà, je leur dis, bah, il y a de grandes chances que vous en ayez. Là, j'ai effectivement sur l'imagerie, ça ressort pas, mais l'examen clinique est en faveur. Et donc, bah, de toute façon, on va mettre en place les traitements pour ça. Euh, et après, l'autre question, c'était sur... Pour l'endométriome, est-ce que ça a un Ah oui, intérêt de faire une écho pelvienne d'emblée pour écarter un endométriome par rapport à la préservation de la fertilité? ouais. Alors tout dépend en fait les symptômes. Si c'est surtout Ouais, des dysménorrhées sévères isolées ou avec un peu de troubles digestifs, voilà, mais que c'est pas forcément, fait que c'est surtout des dysménorrhées sévères isolées, pour moi ça vaut vraiment le coup d'abord de tenter le traitement hormonal. Et on voit si ça va bien, qu'il n'y a pas du tout de symptômes, que c'est bien toléré. Bon, bah il n'y a pas forcément besoin d'aller d'emblée jusqu'à l'imagerie. Par contre, si il y a des symptômes, voilà, des dyspareunies profondes importantes, que c'est des symptômes très sévères, etc. Je pense que ça vaut le coup quand même de savoir un peu où on en est pour être sûr de ne pas passer à côté hmm, de grosses lésions ou autres. Et je crois que j'ai vu passer aussi la question, est-ce qu'on surveille annuellement avec une écho ouais. ou pas? Oui, ça on en avait parlé, je sais pas si tu te souviens plus ou moins. En effet, alors bah tu vas pouvoir redire ce que tu m'avais dit. En tout cas pour les endométriomes, euh, il y a quand même des formes d'endométriome qui peuvent, de ce que j'ai compris, en fait, se cancériser. Donc il y a quand même une surveillance à faire sur ces endométriomes-là. Alors là, je sais pas à quelle fréquence toi tu dirais et est-ce qu'il y a Vraiment un un âge ou quoi, voilà. Il y a vraiment un type particulier de cancer de l'ovaire, donc c'est des endométrioïdes ou des carcinomes à cellules claires, c'est vraiment les deux qui sont le plus liés à l'endométriose. Et ça, on sait que chez les femmes qui ont des endométriomes, il y a un risque fois 10 à peu près de faire un cancer de l'ovaire. Donc c'est un cancer qui est rare, donc un risque fois 10, ça reste quand même rare, mais je pense que ça vaut vraiment le coup. Par exemple, quand on diagnostique un endométriome, on met en place un traitement hormonal. Moi, je sais que je vais leur refaire une imagerie au moins à 1 an pour voir comment réagit l'endométriome. Est-ce qu'il diminue bien de taille? S'il grossit sous traitement hormonal, il faut quand même se méfier. Ouais. Pareil, s'il a un aspect vraiment atypique, vraiment se méfier. Peut-être aller même aller jusqu'à l'IRM. Je pense que c'est Oui. important dans ces cas-là. Mais vraiment, ouais, se méfier des endométriomes. Et pareil, se méfier aussi des gros nodules profonds d'endométriose. Après, si la patiente, voilà, on la suit depuis des années, qu'on a déjà vu bah, voilà, que ça répondait bien, qu'elle n'est pas du tout symptomatique, je pense qu'on peut espacer un peu. On n'a pas besoin de faire une imagerie avec un échographiste expert tous les ans, hein. Euh, Peut-être que nous, en tant que sage-femme, en fait, je pense que quand il y a une grosse lésion ou un endométriome de toute façon atypique, pour le coup, qu'on va voir en tant qu'échographiste, faut peut-être pas hésiter quand même à adresser de toute façon à un gynéco non, mais ça, c'est pour sûr. qu'il y ait effectivement un œil enfin, d'un gynécologue qui a été posé sur la patiente. Et après, en fait, ça va aussi être en lien avec le gynécologue en question qu'on va établir la surveillance à long terme. Une fois voilà, qu'il a apprécié la situation, on va peut-être plus facilement nous dire, bah voilà, là sur le long terme, on surveille comme ci, on surveille comme ça. Enfin voilà. En tout cas, moi sur les endométriomes qui ont une tête un peu atypique, là pour le coup, moi je demande un avis gynéco systématique parce que de fait, voilà, typiquement celui que je montrais tout à l'heure avec l'hydrosalpinx associé, la dame elle a 20 ans. Enfin là clairement, on peut pas la laisser comme ça sans qu'il y ait un gynécologue qui regarde, voilà, Oui, qui mette son nez dans le dossier. Enfin là, c'est pas possible. ouais. Oui, complètement d'accord. Je vois là, on est toujours un peu sur les endométriomes. Il y a la question de est-ce qu'il y a un âge minimum pour la conservation ovocytaire en cas d'endométriose, donc sur ton endométriome. Non, il n'y a pas d'âge minimum. Après, bon, ça se fait quand même par voie endovaginale avec une sonde Oui, endovaginale. Donc, bon, voilà. pas à 15 ans quoi. Voilà, pas à C'est ça. 15 ans, mais il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite inférieure maximale. Euh, Tac, après, est-ce que- Qu'en est-il des patientes sous progestatif type Cerazette après 45 ans? Y a-t-il un consensus sur Bah, l'étude d'Épiphare?
Bah, en tout cas, là, ouais, les micro-progestatifs après 45 ans, je ne sais pas si vous avez vu passer là de la NSM, mais vraiment, faut éviter pour le risque de méningiome, un peu comme les macro-progestatifs, ça vraiment à éviter quand même les micro-proges après 45 ans, maintenant. Un peu comme les macro-progestatifs. Pour le coup, moi j'ai une question pour toutes les sages-femmes libérales parce que je suis pas très au fait de ça. Est-ce qu'on peut prescrire la Séwis maintenant ou pas? Non, toujours pas, hein? Oui, c'est ça. Ok. Ah, oui. En fait, tout à l'heure, quand tu citais les différents trucs, j'ai bugué, mais j'étais pas sûre parce que j'ai eu un doute, j'ai cru. Bref, mais non, d'accord, donc toujours pas. Ok. Donc en fait, de toute façon, on est bloqué assez vite en termes de prescription, en fait. Ouais, bah, bah, du coup, dans ces cas-là, oui, si, et puis c'est vrai qu'en plus, Linda est pas remboursée. Donc, dans ces À la cas-là, Slinda, on peut, mais ouais, ouais, bon, c'est quand même un coût. Donc, bon, il y a des patientes pour qui ça, enfin, qui, si elles sont bien, ça pose pas de problème. Il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Et c'est vrai que c'est quand même un peu dommage. Donc, pas hésiter des fois, bon, bah, voilà, à adresser pour pouvoir instaurer, bah, soit SAWI, soit RIECO, puis après, reprendre, le suivi. Euh, Vous pouvez le renouveler ou même pas? je Non, pense même. pas. Si on peut pas le prescrire, on peut pas. Pour moi, on peut pas renouveler, mais Ok, est-ce qu'avec les médecins généralistes, des fois, ils peuvent renouveler certains traitements? Bon, ok. Ok. Ça, c'est... Mais après, bon, on va dire que ça va peut-être changer quand même, parce qu'il y a plein d'études, espérons. oui. Après 45 ans, bah, le stérilet hormonal, ouais. Parce que toi, du coup, après 45 ans, tu préconises quoi? Bah, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Bah, soit le stérilet hormonal, soit assez facilement, je leur propose, tout dépend un peu la symptomatologie, mais par exemple l'ablation de l'endomètre s'il y a des Ah ménorragies. oui. En cas de l'endométriose, ben ouais, c'est vrai que je prescris quand même très facilement moi le Sawis. Euh, mais c'est vrai qu'avant, je prescrivais aussi facilement la microdosée, hein. C'est assez récent quand même hein, qu'on ne puisse plus, enfin, Hmm. limite. Ah oui, donc ok, donc dans Misolfa, effectivement, il y a à la fois du dienogeste et un peu d'éthylulstradiol, si je me Ah trompe. ouais. Pour le coup, je le connais pas celui-là. Misolfa. Ok. Ouais, Ah oui, ou Cléra. Oui, bah oui. Ouais. ouais, ouais, donc ça, ouais, effectivement. Jusqu'à combien de mois on peut prescrire une contraception? Bah, en fait, le risque après, pour moi, c'est qu'elle fasse des spottings et puis que du coup, ça fasse revenir des douleurs, non? Je sais pas. Jusqu'à combien de mois peut-on prescrire une pilule sans interruption de règles? Et surtout que c'est absurde parce qu'en, enfin, oui, non, je sais pas. Non, vas-y, réponds. Non, bah après, ça dépend, hein. Si elles n'ont pas du tout de saignement et qu'elles le prennent en continu sans problème, elles peuvent le prendre aussi longtemps qu'elles veulent. Après, assez fréquemment, on leur propose des fois, quand elles se mettent à avoir des spottings, de faire une pause, par exemple, tous les 3 mois. Mais ça, après, c'est assez dépendant des Voilà, c'est personnes. ça. Hmm. Et, assez facilement, quand même, on leur dit de prendre en continu. 4 ans par rapport à quoi? Aux pilules œstroprogestatifs? Plus de cas. Ou c'est Sawis? Ou c'est Sawis plus de 4 Ah ans? oui, est-ce que c'est Sawis, plus de 4 ans? Ouais, c'est ça. Si c'est Sawis, oui, comme une pilule classique. On peut vraiment le prescrire au long cours, il y a pas de problème. Rieco, pour le coup, pour le moment, on est sur 2 ans max, normalement, de prescription. Moi, j'avais une question, Claire. J'ai rencontré plusieurs fois des patientes qui prenaient du cannabis pour soulager la douleur. Est-ce qu'on sait concrètement si ça va risquer de faire un syndrome d'hypersensibilisation derrière? Ou Non, est-ce que ça a un effet, enfin, en fait, plusieurs fois, je me suis dit, est-ce que ça influe mal ou pas, enfin, comment, quoi leur dire? Est-ce que c'est bien, pas bien? Voilà, ouais. j'avoue que est-ce que ça potentialise la douleur après? Tu vois, je me suis posé la question.
Pour le coup, non, en fait, justement, ça marche sur le coup. Elles peuvent le prendre, le CBD, par exemple, en baume, en application directement sur le ventre ou voilà. Bon, après, le cannabis en lui-même, moins, mais par exemple, c'est vrai que CBD, elles peuvent, mais en tout cas, ça va pas augmenter la sensibilisation. Et il y en a D'accord. certaines, ça marche vraiment très bien, donc pourquoi pas dans l'arsenal thérapeutique antalgique. C'est vrai que je vais pas moi le proposer. Oui, ouais. Alors non, moi non plus, j'irai pas leur proposer de fumer un joint, mais en Non, effet, non, mais avec je me suis posé elle, la hein, question plus par rapport au risque d'hypersensibilisation derrière, en fait, de me dire est-ce que ça peut jouer, est-ce que du coup ça a créé une accoutumance, est-ce qu'après il leur faut augmenter les doses pour qu'elles soient bon, plus soulagées, tu vois? Voilà, je me suis posé cette question. ouais, pour le coup, non, pas forcément. C'est plutôt, c'est pas forcément ça qui va leur créer Ok. l'accoutumance. Et après, moi, rapidement, c'est plus pour défendre notre profession, mais récemment, il y a des nouvelles recos qui sont sorties sur l'endométriose. Et c'est vrai qu'il y a pas mal enfin, il y a des syndicats de sages-femmes qui sont un peu montés au créneau parce que dans les recommandations, c'est noté que les échographies doivent être faites forcément par un référent. Et donc, du coup, ça a fait un petit peu, voilà, ça a un peu, comment dire, disons que ça rend les choses quand même problématiques pour nous de se dire, bah, en fait, c'est quoi notre place en tant que sage-femme échographiste, en sachant qu'on est quand même de plus en plus nombreuses à se former vraiment au dépistage de l'endométriose. Alors, c'est peut-être pas parfait tout ça, mais en tout Non, cas, le problème enfin, en tout cas, de la recommandation telle qu'elle est présentée à la lecture, ça donne un peu la sensation que c'est pas vers nous qu'il faut envoyer les patientes. Bon, voilà, je sais pas, peut-être ça sera redit et remodifié, mais complètement d'accord. Et pour moi, il y a aucune différence entre que ce soit un praticien qui soit sage-femme, radiologue, gynéco ou autre. Le seul truc, effectivement, c'est vrai que bah, on sait que quand on n'est pas formé, on va moins oui, bien voir que non, si mais on est clairement. formé. Mais qui qu'on soit, si on a suivi la formation, enfin, je trouve ça très bien. Et on voit plein de comptes rendus faits par des sages-femmes qui sont très très bien faits et des comptes rendus faits par des radiologues qui sont complètement nuls, hein. Donc, je suis assez d'accord pour dire que non, il faut juste des gens voilà, qui s'y connaissent et qui s'y intéressent. Et puis de toute façon, en fait, c'est clairement des examens où, enfin moi je dis toujours à la patiente ce qu'on disait dans les topos plus hauts, hein, je reste toujours humble en leur disant, alors là pour le coup j'ai pas réussi à mettre en évidence quelque chose de franc, mais encore une fois ça veut pas dire qu'il y a rien. Ça veut dire que parfois on peut passer à côté de certaines lésions parce que ça reste un dépistage qui est difficile. Et parfois, ça arrive que je revois des dames, je sais pas, un an après, et je vois quelque chose que j'avais pas vu un an avant. Alors, est-ce que c'est apparu entre les deux, ou est-ce que ce jour-là, les conditions d'examen, elles étaient vraiment meilleures parce que la première fois, une dame qui arrive hyper stressée, elle a tous les organes qui sont contractés, etc. Et on voit vraiment un utérus qui a une forme très bizarre. Et quand elle se pose et qu'elle se détend, on a un utérus qui peut reprendre une forme tout. Enfin, vraiment, les conditions d'examen influencent énormément aussi la façon dont on peut voir. Et parfois, quand elles reviennent, qu'elles savent comment ça va se passer, quand on prend le temps, que voilà, elles nous connaissent un petit peu, et ben en fait, ça peut arriver que je revoie des choses que j'avais pas vues avant, me disant ah bah tiens, il y avait un petit nodule, probablement un nodule là que j'avais pas vu. Donc c'est vrai que voilà, faut rester quand même humble sur les examens complémentaires en disant vraiment on peut pas, ça veut pas dire qu'elles ont rien quoi. Que voilà, c'est pour ça que ouais, de fait quand on a une forte suspicion, bah je pense qu'il faut pas hésiter à leur dire bah en effet. C'est vrai que ce que vous décrivez, ça nous interpelle probablement que, enfin, ça peut tout à fait être de l'endométriose. Donc, on va essayer de vous traiter pour soulager cette douleur du mieux qu'on peut, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'effectivement, le fait de le voir, ça fait qu'on va, par exemple, les endométriomes, on va pas les traiter de la même manière selon leur taille. Des fois, on peut faire une ponction alcoolisation par voie Mm. vaginale. Des fois, c'est plutôt, on est obligé de faire une chirurgie par voie cœlioscopique ou après, des fois, il n'y a même pas forcément besoin de prise en charge. Mais en tout cas, c'est pour ça que c'est quand même important de savoir ce qui se passe. Mais voilà. Après, dans les questions, je voyais, il y avait la question sur, hop, mince, je l'ai reperdu, sur Rieco, je crois au niveau des contre-indications. Attends, je remonte. Ouais, c'est ça, indications et contre-indications de Rieco. Donc, moi, je le placerai officiellement, ils disent deuxième ligne, comme si ça pouvait être prescrit, justement, comme le Sawis, comme le Slinda. Je pense que c'est pas mal de se le garder en troisième ligne. Mais voilà, c'est en cas d'échec des autres.
des autres traitements hormonaux. Contre-indications, bah, il y en a très très peu parce que finalement, c'est les contre-indications de la ménopause, quoi. Donc en fait, il y en a très très peu. Donc dans le Vidal, quand même, si je vous dis de manière officielle, dans le Vidal, ils mettent un peu les mêmes choses que dans les pilules. Estroprogestatifs, c'est-à-dire l'événement thromboembolique en cours, etc. Mais voilà, c'est à peu près la même chose, il n'y a rien en plus que des pilules classiques. Après, il y a une question aussi sur quelles sont les différences entre les symptômes d'endométriose et ceux du syndrome de congestion pelvienne. Le syndrome de congestion pelvienne, c'est vraiment lié à une dilatation de varices pelviennes qui vont entraîner des douleurs. Et donc, typiquement, ce qui doit vous faire penser à ça, c'est l'horaire veineux des douleurs. Ça veut dire que c'est des douleurs à type de pesanteur qui augmentent en fin de journée, qui sont soulagées en position allongée, qui sont améliorées par le froid, aggravées par le chaud. Souvent, c'est plutôt chez des patientes qui ont déjà eu des grossesses parce que bah, voilà, ça fait augmenter un peu le risque. Enfin, il y a une surcharge au niveau veineux pelvien et donc ça augmente le risque. Ça se voit à l'échographie. Mais voilà, c'est vraiment l'horaire veineux des douleurs qui doit vous faire penser qu'il n'y a pas dans l'endométriose. Pareil, il y a une petite variation en fonction du cycle hormonal dans le syndrome de congestion pelvienne, mais qui est quand même plus marquée l'aggravation cataméniale des douleurs dans l'endométriose. Alors, on Euh, me dit dans l'oreillette qu'on arrive au bout du timing. Il y a une main levée. Faut qu'on lui, peut-être qu'on peut lui laisser la parole rapidement, Dominique. Ah, on t'a perdu, Dominique. Zut, elle a disparu de l'écran. Non, il faut juste qu'elle actionne le micro. Ah, C'est tout. ah Donc, voilà. mon Voilà. micro était désactivé, pardon. Merci pour ce topo super intéressant. Ma question concerne la ménopause médicamenteuse. Est-ce qu'elle est moins morbide que la ménopause chirurgicale? oui, 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 oui. Déjà dans le sens où elle est réversible. Parce Oui, que d'accord. ouais, Mais oui, non, mais c'est oui, important à c'est dire. énorme déjà. Oui, oui. Déjà, parce que ça va durer un mois ou alors juste le temps de prendre la pilule. Voilà. Et après, c'est vrai que ça va dépendre du temps où on va la prendre. C'est vrai que, Mm. par exemple, si on fait une ménopause artificielle, type agoniste de la GnRH, sur une période très prolongée, effectivement, ça revient un peu au même qu'une ménopause Mm. précoce. Donc, on prend quand même des risques au niveau ostéoporose, etc. Donc, ça, on essaie de limiter au maximum. C'est vrai que souvent, on va plutôt se garder ça, bah, soit chez la patiente qui a 47, 48 ans, qui est encore très invalidée, mais qui ne veut pas se faire opérer. Justement, chez qui on ne veut pas trop prescrire de progestatifs très dosés et autres, bah, ça peut être pas mal. En fait, on la ménopause un peu plus tôt, Oui, mais d'accord. ça reste Mm. raisonnable. Ou alors juste avant une intervention chirurgicale. C'est vrai que chez les patientes où il y a des gros endométrios, on a l'impression que c'est une endométriose qui est très active. Bah, effectivement, là c'est intéressant, mais on évite chez les patientes jeunes de le prescrire au long cours pour justement pas augmenter tous les Ouais. risques liés à la Mm. ménopause. Mm. Ok, Et Rieco merci. a moins ça. Rieco a moins ça, vu que c'est un antagoniste de la GnRH. Pour le coup, ils ont fait des études où ils montrent moins d'impact. Ils ont fait des études de densité minérale osseuse, etc. Et a priori, là, voilà, ils disent qu'on peut le prescrire sur une période de 2 ans sans problème, sans impact. D'accord. Ok, merci. Mm. Et du coup, très rapidement, je vois juste une question sur la pilule qui diminue les endométriomes. Est-ce que ça empêche de voir l'endométriose à l'écho? Alors, bah, de toute façon, quand elles sont sous imprégnation hormonale, on a un endomètre qui, de toute façon, est atrophié. Donc, en fait, moi, je dirais que ça va surtout influer sur peut-être le diagnostic de l'adénomyose. En fait, on va moins bien voir la zone de jonction entre l'endomètre et le myomètre, mais on verra quand même s'il y a ouais, voilà, c'est peut-être plus sur cet aspect-là, mais par contre, les lésions profondes, théoriquement, ça va pas gêner le fait qu'on les voit ou qu'on les voit pas. Enfin, pour moi, c'est plus éventuellement voilà la zone de jonction qu'on verra un peu moins bien. Mais après, même des grosses lacunes d'adénomiose, on les verra. Enfin, je suis pas sûre que ça biaise. Non, franchement, je pense que la priorité, c'est de soulager la patiente d'abord, et puis au pire, on fait l'écho après. Enfin, ça, c'est pas. Pour moi, ça, c'est du détail. C'est pas, ça gênera pas.